Salut à tous et bienvenue pour le Tag Team Crew Podcast édition spéciale. On va faire la review de AEW Revolution 2026. Nous sommes le mardi 16 mars. Non, lundi 16 mars. On n'est pas le mardi 16 mars. 16 mars en compagnie de Fabrice. Comment vas-tu, Fabrice? As-tu réussi à rattraper ce pay-per-view qui était très long? Tu m'as dit 5h39 de durée. Je sais que c'est pas facile C'est pour tout le ça, monde, mais 5h39. Dès que j'avais quelques minutes au boulot, j'essayais de regarder un peu. J'ai pas totalement vu la fin, là, je suis en train de regarder et en même temps qu'on se parle la fin du show. Mais oui, c'était un beau parcours du combattant pour pouvoir rattraper assez pour pouvoir en parler lors de cette review. En tout cas, un show, je pense qu'on peut le dire, qui est riche en rebondissements et qui va faire parler. exactement. Et pour tous ceux qui sont sur YouTube, bah, de toute façon, vous avez pu voir la miniature. Bon, il n'y a pas vraiment de spoil, les gars, hein. Si vous écoutez la review, c'est que vous savez déjà les résultats. J'ai rajouté des cornes du diable sur MJF, parce que là, pour le coup, c'est vraiment le diable. On va en reparler. De toute façon, ça va être un grand débat. 46 minutes, le main event, d'ailleurs, au passage. Ça a été vraiment. Alors, moi, ressenti 25. Quand tu m'as dit que ça avait duré 46, j'ai pas osé te croire, mais effectivement, c'était quasiment 50 minutes de match. On a Choui Ligno qui nous a rejoint sur le chat. Salut à toi. Tu peux nous confirmer si le son est nickel ou pas? Ça serait sympa de ta part. Fabrice, avant de commencer, dis-nous dans quelles conditions, toi, tu as pu regarder ce pay-per-view, parce que je pense que ça peut être intéressant, tu vois, que chacun communique la manière dont il a pu suivre le show, parce que 5h39, si vous bossez le lundi, je sais pas comment vous faites pour rattraper ce show dans les temps. Et genre à 19h, voire 20h, c'est bon, vous pouvez en parler tranquillement sans être spoilé. Comment les gens ils font? Comment toi t'as fait? C'est quoi tes techniques? Est-ce que tu Bah, te cachais dans les toilettes alors pour déjà, mater ou... déjà, j'ai regardé légalement, qui est à noter. Enfin, ceux qui Ah, étaient là dans le podcast de hier, vous savez que voilà, je me suis laissé tenter par l'offre My AEW. oui, Du coup, ben, j'avais ça d'ouvert sur mon ordi ce matin. Dès que je me suis levé, j'ai lancé le show pendant que voilà, je préparais mon café, mes affaires, tout ça. Et puis ensuite, ce midi, pendant la pause méridienne, pareil, je me suis mis le show. Je suis en train de corriger mes cahiers en même temps, mais j'avais le show sur l'écran. Et puis voilà, pareil, ce soir, dès que je suis parti du boulot, j'ai relancé le show. Donc ouais, on va dire que dès que j'avais un peu de temps libre, j'ai essayé de regarder au moins un ou deux matchs, essayer d'avancer dans le show et surtout j'ai skippé la majorité des entrées. Dès que je bah, voyais des entrées, j'appuyais sur le bouton pour faire des avancées de seconde en seconde. mhm, Et ça permet à chaque fois de gagner 2, 3, 4 minutes par match. Donc c'est ça. c'est pas C'est grand-chose, mais bon, sur une carte de 12 matchs, ça te fait presque une heure d'économiser. C'est exactement ce qu'il faut faire. À chaque fois, lorsque tu as un show assez long à rattraper, tu skippes les entrées, même si ça peut gêner certains. Il y a Tigan qui nous a rejoint. Bah, on va le saluer. Salut Tigan, comment vas-tu? Salut, salut, hein, vous m'entendez bien, le son il est correct. Ah, le son, il est nickel chrome. Alors, je présente les gens. Je présente aux personnes qui nous écoutent, aux auditeurs. Tigan, c'est un gros fan de la AEW. Donc ça va être un plaisir de t'avoir parce que on va être franc. Alors moi aujourd'hui, ce lundi 16 mars, je ne travaillais pas, j'étais en repos, mais même en ne travaillant pas, je n'ai pas pu tout rattraper. C'est une dinguerie quand même, hein. Donc j'ai maté en live. Moi j'avais commencé au Tekla Chris Stathandler et je pensais que tu vois, j'avais peut-être trois matchs de loupé. Non, non, j'avais beaucoup plus de matchs à rattraper que ça. Toi, j'imagine que tu as pu tout regarder peut-être. Oui, moi je me suis levé de bonne heure pour le regarder tôt. Je l'avais travaillé à côté, donc je l'avais en fond et franchement, c'était très quali, hein, Ah bah c'est comme parfait. d'hab, hein. C'est parfait. Très heureux de t'avoir, Tigan, comme ça, bah, les matchs qu'on a loupés, tu pourras en parler. Bon, Très bien. Fabrice, ah, il y a Morgan qui nous dit qu'il a simulé des réunions. Je ne sais pas dans quelle branche de travail tu es, mais écoute, chacun ses techniques pour pouvoir suivre le pay-per-view en live. Ça me rappelle d'ailleurs quand j'étais adolescent, enfin fin d'adolescence, ouais, comment je faisais pour attraper les shows? Parce qu'à l'époque, Internet n'était pas si développé que ça, on n'avait pas de 4G, hein. Je crois que c'était la merde, hein. Tu étais obligé d'attendre de revenir chez toi pour mater en ADSL, connexion ADSL et rattraper des rumbles et il fallait surtout pas te faire spoiler
par des potes au lycée. C'était assez Mais j'ai cool. l'impression qu'à l'époque, il y avait moins de spoilers qui sortaient du coup. Du fait que tout le monde rattrape un peu à son rythme, Ouais, on avait moins de spoilers là. Des fois, tu peux être en train de regarder le show et sur Twitter, tu as déjà des spoilers qui pop 10 secondes après l'action. c'est ça en fait. Moi à l'époque, tu vois, quand j'avais 17 ans, Twitter, je sais même pas si ça existait. Je pense pas que ça existait Twitter à l'époque. Donc du coup, ouais, il y avait moins de spoilers. Il y avait moins de spoilers et puis moi, c'était un peu l'ère où les gens commençaient à lâcher le catch. Donc tu te faisais pas forcément spoiler au lycée. Mais maintenant, ouais, c'est très compliqué. Parce que quand bien même, tu pas envie d'allumer les réseaux sociaux, tu sais, c'est un réflexe mécanique. Tu sais, genre, t'as Instagram, t'allumes Instagram, tu te dis, bon, je vais mater des trucs sur le foot. Et là, bam! T'as une notif sur le catch, tu vois en gros plan le vainqueur d'un match, tu te dis, merde, c'est pas ce que je voulais voir. Ça m'est arrivé plusieurs fois, je me suis fait niquer vis-à-vis de ça. Très bien. Bah écoutez, Mais messieurs, on moi, va. Oui, c'est un peu ce qui m'est arrivé ce matin, ça. tu t'es fait spoiler sur Ce quoi? matin, sur ce qui s'est passé après le match de Tekla. Ah, ah oui, Pareil, et oui, sur Ronda Rousey, on peut le dire, hein. exactement sur Ronda Rousey. Ben, pareil, je regarde les réseaux, mais sans vouloir me faire spoiler ou quoi que ce soit, juste, voilà, par habitude. Et je vois Ronda Rousey, je vois comme quoi ça parle d'elle. Mais non, on va pas revenir chez VE, c'est impossible. Ah, et là, je fais le rapprochement après de pourquoi ça parlait d'elle, tout simplement parce qu'elle était de retour. Et j'ai compris qu'après, en voyant le show. Mais oui, c'est vrai que maintenant, on a tous les spoilers à portée de main C'est ça. facilement. Et en plus, ça C'est dépasse le catch, clair. hein. C'est-à-dire que Ronda Rousey, tu sais qu'il y a même, j'imagine, la page de la sueur qui a peut-être relayé l'information, c'est pas impossible. Donc effectivement, c'est très facile de se faire spoiler. Il suffit que tu allumes un réseau social et c'est fini. On va faire monter aussi Morgan Refcatch, s'il le veut bien. Comme ça, on sera à 4 pour faire la review. Je pense qu'à nous 4, on aura tout vu. On pourra faire la review tranquillou. Donc Morgan, je te fais monter. Voilà, je t'ai envoyé l'invitation. Et puis on va commencer avec l'opener. D'ailleurs, c'est un double opener, parce que c'était la fin du Casino Battle Royale match, c'est bien ça, pour le titre AEW national. Oui, c'est C'est ça. C'était une sorte de bataille royale à 20 21 catcheurs, oui, c'est. Oui, oui, mais c'était un Blackjack Battle Royale de Ross. Blackjack, très bien, merci C'est Tigen. ça. Je te remercie de la précision. Fabrice, bah, en fait, l'opener, c'est quand même ça, techniquement, vu que c'était la fin du match. Est-ce que tu veux nous en parler, Fabrice? C'est ça. Ben moi, du coup, quand j'ai allumé le show ce matin, je suis tombé parce que sur la version My AEW, on a directement le pré-show qui est intégré au show. Et du coup, au début, j'ai commencé à avancer dans le pré-show parce que voilà, c'était les matchs qui m'intéressaient le moins. Et dès que j'ai commencé à voir Ricochet, bon, ben, j'ai mis le curseur là et j'ai démarré le show à partir d'ici. Donc, j'ai pu voir le Rumble match, enfin, cette bataille royale, Ouais, que j'ai trouvé, on va dire, bien fun. Il y avait des visages que je n'avais pas trop revus en pay-per-view du côté de la WWE. Je pense notamment au Bang Bang Gang, tout ça, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir régulièrement sur les pay-per-view. Donc là, ça faisait plaisir. Et puis voilà, non, on va dire que la bataille royale était fun. Et j'ai bien aimé, moi, toute la partie finale. Toute la partie après le début de la carte principale. J'ai trouvé ça très, très intéressant. J'ai trouvé que ça a bien mis le suspense dans cette bataille royale. Et bon, ben, voir Jack Perry vainqueur, pourquoi pas. Mais j'aurais quand même préféré que Ricochet conserve son titre, personnellement. Mais en tout cas, le match, ouais, j'ai trouvé divertissant, une belle bataille royale. d'ailleurs, c'est tellement stylé d'avoir les pyros bah, qui retentissent alors que le match est sur sa fin. T'as le public qui est chaud. Et tu sais, pour ceux qui matent pas le kick-off, je trouve que c'est un excellent moyen de rentrer dans le pay-per-view, en fait. Ça se tape déjà. C'est incroyable. Et puis oui, je le répète une nouvelle fois, l'ambiance à Los Angeles était vraiment assez intense. T'en as pensé quoi, Tigan, de tout ça? De cet opener? Ou ce Déjà, semi-opener? avant, avant de parler, il faut notifier que Jack Perry il était chez lui. La vignette du dernier Collision, ça disait clairement qu'il voulait faire gagner parce que la petite histoire, c'est que 2009-2010, SummerSlam, il était là avec Avec son son père. père qui est décédé. Pour la symbolique, voilà, ils l'ont fait gagner chez lui. Et moi, franchement,
je trouve ça change des casinos Gauntlet et tout qu'on peut avoir. J'ai bien aimé l'opener, même si voilà, c'est Jack Perry à chaque fois quand il a un titre, c'est pas trop ça, mais dans l'ensemble, moi j'ai trouvé, comme il a dit Fabrice, très divertissant pour nous chauffer la foule, etc. Moi j'ai bien aimé. Très Voilà bien. mon avis. À préciser que son père était l'acteur Luke Perry, qui joue dans la série Beverly Hills, notamment pour les plus anciens. Ton avis, Tigan, sur l'opener? On va passer à la carte principale. Donc, c'était un tag team match AEW World Tag Team Championship FTR contre les Young Bucks. Match qui a duré 19 Alors, minutes et 41 secondes. alors pour moi, les deux meilleures équipes du monde actuellement hors gouvernement mondial, hein, mais à chaque fois, c'est un banger. Et là pour le coup, j'ai vraiment, même si c'était prévisible, on reviendra à ce qui s'est passé après, plus tard, mais à un moment donné, j'ai vraiment cru que les Bucks allaient prendre les titres et les spots de zinzin qu'il y a eu avec l'entrée avec les Bucks et leurs enfants, ça aussi, c'était de beau à voir. Franchement, pour moi, ce match, c'est l'un des meilleurs matchs. C'est pas le meilleur pour moi, mais c'est l'un des meilleurs sur cette carte. Et franchement, tu vois que c'est les deux meilleures équipes au monde qui sont intraitables du côté des IW. Et je pense que c'est pas fini entre les Bucks et FTR. Oui, bah d'ailleurs, il y a Edge et Christian, enfin, excuse-moi, Cope, qui vont potentiellement se rajouter à ce micmac. Effectivement, excellent match. Fabrice, qu'en as-tu pensé? Oui, ben, je vais rejoindre l'avis de Tigan parce que ben, tout simplement, c'est exactement ce qui s'est passé dans le match. Le match était excellent. J'ai du mal à le placer par rapport aux deux autres FTR contre Young Bucks qu'on a pu avoir. Je sais que celui à Wembley, la première année, m'avait avait été très bon, mais m'avait un peu laissé sur ma faim. Donc j'aurais tendance à dire que celui-ci était meilleur que leur match de Wembley, mais je sais pas comment le placer par rapport au tout premier match entre les deux. Dans tous les cas, le match était excellent. Comme tu dis, jouer autour de la famille avec ben, le fait d'investir les enfants des Young Bucks, c'était un beau geste. Et surtout, on est dans la ville où il y a eu donc la PWG, la Pro Wrestling Guerrilla, qui est la fédération indépendante où les Young Bucks ont écrit une de leurs nombreuses lettres de noblesse. Et donc moi, je m'attendais un peu à ce match version PWG ou version comme on avait pu avoir avec les Usos, Kevin Owens et Sami Zayn à Mania, c'était 41 ou 39, je ne sais plus, avec plein de faux finish, que c'est vraiment une avalanche de spots et tout ça. Et finalement, ils ont pris un chemin totalement inverse. Là, ça a plus été un match psychologique, un match aussi très physique. Ça a beaucoup saigné dans ce match. Hmm. Mais sinon, après la prestation, globalement, elle est excellente. Et non seulement elle est excellente, mais tu as cette impression que ces deux équipes, si elles se retrouvent plus tard, elles peuvent faire encore mieux. Et c'est impressionnant de se dire ça, que voilà, on a peut-être, comme l'a dit Chigan, deux des meilleures équipes au monde. Et non, franchement, ils ont régalé. Super premier réel match de cette carte principale. Et oui, avec la fin, avec Edge et Christian, je pense qu'ils vont peut-être se diriger vers un TLC du côté de Dynasty. Ah, pas mal ça. Je ne serais pas étonné et je pense qu'il y a moyen, si c'est le cas, que ce soit un excellent match. Euh, Ça peut être un 5 étoiles. exactement. Oui, oui, oui. Mais déjà, ce match-là, à mon avis, il aura 5 étoiles, c'est certain. Oui, 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 il y a de fortes chances. Grand minimum 4 étoiles et demie. À noter d'ailleurs que le prochain pay-per-view de l'AEW, ça sera au Canada. Donc il y a moyen effectivement qu'on fasse plaisir à Edge et Christian avec cette stipulation TLC. Pourquoi pas? En tout cas, oui, ça serait une excellente affiche. Je tiens aussi à noter que dans ce match, on a une petite séquence émotion. Alors moi, je me suis dit, mais attends, mais est-ce que ça va fonctionner sur moi, les Young Bucks Babyface? Mais quand t'as le gamin là
qui dit go get him, go get him. Tu vois, je me suis dit ah c'est bon, let's go, je suis à fond dedans. Je suis à fond dedans avec les Young Bucks face, ça fonctionne. Et effectivement, bah, j'étais en mode bah vas-y, allez chercher les titres. Mais non, FTR plus fort que ça, qui remporte le match. Franchement, il y a eu pas mal de near fall, hein. À plusieurs moments, tu te dis mais c'est bon, ils ont gagné le match. Et finalement non. Et non, non, franchement, excellent opener. Excellent opener et s'il fallait mettre une note, oui, sur 10, c'est grand minimum 8,5 sur 10. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cet affrontement de début de carte? Moi, moi, pour clôturer ce que tu disais, pour te rejoindre, c'est les tombées. À chaque fois, c'était même pas 2, c'était 2,99. À chaque fois, tu pensais que c'était 3 quand les Bucks faisaient les tombées sur la fin. J'y ai tellement cru, alors que je sais qu'il y allait avoir des retours. Mais franchement, ce match, il m'a laissé sans voix. Il était exceptionnel. Ouais. Ah non, franchement, c'était vraiment excellentissime. J'ai beaucoup adoré. On va passer au match suivant. Il s'agissait de Toni Storm contre Marina Shafir. Match assez court. Fabrice, on va passer à toi. Qu'as-tu pensé de ce match? Oui, comme tu dis, match globalement assez court. Qui a duré une dizaine de minutes, peut-être un peu moins. J'ai pas les timings exacts sous les yeux, mais en tout cas, dans le ressenti, un match relativement court. Et bon, c'est cool d'avoir fait gagner Tony Storm. Pour moi, on la replace clairement soit vers une course au titre ou en tout cas quelque chose comme ça, même si avant cette nouvelle course au titre, il y a un obstacle à passer, vu qu'après le match, on a eu les retours, les débuts à EW, les retours dans le catch de Ronda Rousey, qui pour moi est un choix très surprenant, un choix que j'avais pas du tout vu venir. C'est très étonnant. Et ouais, c'était vraiment étonnant, surtout que Ronda Rousey est en plus annoncée pour un combat de MMA bientôt. Mm. Donc je la voyais pas forcément prendre des risques. On sait qu'en plus sa relation avec le monde du catch, voilà, c'est un peu Ouais, il est pas fou, hein. je t'aime moi non plus. Elle s'est même bien dégradée, on va dire, ces derniers temps. Donc oui, quand j'ai vu ce retour, j'étais vraiment sur le cul, clairement. Comme je dis, je m'étais fait spoiler un peu avant, j'avais pas trop compris pourquoi ça parlait de Ronda Rousey, et quand j'ai vu du coup ces débuts, j'ai compris pourquoi. Hâte de voir ça quand même si, je sais pas, je reste un peu sceptique concernant le fait que ça réussisse ou non dans du côté de l'AEW. Voilà, je pense que, à mon avis, c'est un très gros nom, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mm. Ça va ramener sûrement des vieux sur le produit, Oui. mais je suis pas sûr qu'elle s'adapte au style de catch féminin du côté de W. Ouais. Bon après, malgré tout, ça reste une excellente signature. À noter que son match de MMA aura lieu le 16 mai prochain face à Gina Carano. La délicieuse Gina Carano, mais là je m'évade un peu. Et à Tigane! noter qu'il y aura potentiellement un Français sur la carte de ce combat, Ah, ça sera vu qui? que Saladin Parnasse du OK, KSW semble en négociation avec tout l'organisme des frères Paul, donc la structure MVP, pour apparaître sur la carte. très bien et semi-HS, il me semble que pour le l'UFC à la Maison Blanche, Cyril Gane, a été annoncé, hein. Il sera bien sur cette carte. Oui, contre Alex Pereira, pour le titre intérim heavyweight, Très bien. en attendant le retour potentiel de blessure de Thomas Pinal. Oui, c'était pour le titre, intérimaire, hein. Enfin, ouais, c'est une intérim. C'est ça, Ouais, très bien. voilà, oui. Tigane, qu'as-tu pensé de ce match, Marina Shafir contre Toni Storm et de l'arrivée de Ronda Rousey pour le futur? Toi, tu le vois comment? Toi qui es on va dire un aficionados de la l'AEW. Alors, important de revenir sur ce qu'a dit Fabrice, etc., avant de donner mon avis. Important de notifier que Ronda Rousey était déjà apparue Oui, du côté de ROH sous la branche AEW en 2023, justement avec Marina Shafir, qui avait à l'époque combattu contre Athena et Billy Starks. Je le notifie comme ça, voilà, c'est important de le dire. Et pour me donner mon avis sur le match en soi, on a eu un banger avant. Là, c'est un match pour nous faire redescendre un peu la pression.
Tony Storm, quand en fait, moi, je l'avais déjà dit à l'époque sur le Discord et même dans un podcast, euh, en fait, Tony, dès qu'elle a plus le titre, pour moi, ça reste mon avis, hein, je trouve qu'il y a moins d'intérêt. La petite histoire avec Shafir et Utah, ça tourne en rond. Après, voilà, j'espère que c'est vraiment la fin. Là, ça tisse quelque chose avec Rosie, mais sur le match en soi, pour moi, c'est ni très bon. Pour moi, c'est correct. Voilà. Vu le temps qu'ils ont mis pour mettre fin à cette rivalité, un bon match correct. Voilà pour mon avis. D'ailleurs, c'est le Disons que si tu veux regarder la carte rapidement, c'est un des matchs que tu peux skipper en regardant juste le post-match globalement. Si jamais tu veux vraiment regarder la carte rapidement et faire sauter des matchs, c'est ce match-là que je conseille de faire sauter et juste de regarder que la fin du match avec Ronda Rousey. Exactement. c'est le second match le moins bien noté de la carte sur Cage Match. Tigane, pour le futur de Ronda Rousey Après, à la W, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que ça va faire, comme je l'ai notifié avant, je pense que ça va être que des petites apparitions. Que là, je pense pas qu'elle sera signée. Comme il a dit Fabrice, elle a été dégoûtée un peu par le catch, etc. Là, elle vient, c'est parce que elle a un historique à chaque fois. Elle vient que quand il y a des trucs où Marina Shafir est dans les programmes. Comme j'avais dit à ROH, elle était venue faire un match avec Marina Shafir. Donc je pense, on va dire, c'est un contrat informel. Elle a rien signé, mais juste elle doit être payée à l'apparition. Oui, Et oui, une il y a un part-timer, teasing. une guest. Ouais, entre. Hmm. Donc voilà, je pense là, pas dans les Death Riders, mais ils vont la foutre au milieu dans la rivalité pour qu'elle ait sa confrontation contre Tony Storm. Elle n'était pas apparue sur un house show aussi, enfin pas un house show, un dark match AEW Dynamite. Il me semble qu'elle avait fait une Hmm. apparition sur un Dynamite, mais ça a jamais été télévisé. euh, sur un show télévisé, non. Dark Match, j'en ai pas le souvenir. Par contre, quand Chigan l'a évoqué, oui, moi j'avais le souvenir de son match du côté de Ring of Honor, en effet avec Marina Shafir. Mais c'était pareil qu'un one-off à l'époque. Elle avait juste fait un match et était repartie. Mais en Dark Match, je n'ai pas le souvenir, mais télévisé, c'est sûr que non. Ok, d'accord, très bien. Enfin oui, télévisé, non, ça c'est sûr à 100%. Mais il me semblait qu'elle était apparue sur un show télévisé et que ça n'avait pas été diffusé. Mais c'est peut-être ce qui s'était passé avec la Ring of Honor. C'est peut-être ça, peut-être que je confonds. Je précise d'ailleurs, parce que j'en avais parlé hier lors de la radio libre. D'ailleurs, on a parlé de BZW Rix Apogée avec Fabrice en long et en large. Donc si vous voulez écouter, c'est sur YouTube exclusivement dans la partie en direct. Je voulais revenir sur un détail que d'ailleurs Norbert Feuillant avait précisé. Il avait dit que non, il ne serait pas sur l'application site internet, appelez ça comme vous voulez, MyAEW. Et au final, en fait, grosse surprise, même lui n'était pas au courant. Les commentaires qu'ils ont fait pour le pay-per-view ont bel et bien été diffusés en direct sur MyAEW. Donc voilà, si vous souscrivez à cette offre qui est exceptionnelle, dont on a fait le débat sur la radio libre d'hier soir sur YouTube, et ben voilà, vous aurez les commentaires en français, donc c'est bien de le préciser. Et on a fait les calculs. Si vous payez à l'année à peu près la modique somme de 104 euros pour l'année, ça vous revient à peu près à 8,60 € par mois. Donc c'est que dalle. Voilà. Donc petite publicité pour la plateforme MyAEW. On va passer à la D'ailleurs, suite. on a tellement débattu de la plateforme que j'ai cédé en plein live pour Oui, prendre l'offre. Hein. mais je crois que je vais en faire un YouTube short. Parce que là, je vais vraiment accélérer là-dessus. Il y en a déjà un qui est en préparation sur une radio libre, un échange que j'ai eu avec une intervenante qui était assez drôle. Mais ouais, le moment où tu achètes, où tu payes pour MyAEW en plein live, je pense que ça peut être un extrait assez drôle à mettre en place. Match suivant pour le titre AEW Continental. Pas de limite de temps pour ce match. John Moxley défendait son titre face à Konosuke Takeshita. Fabrice, on va commencer avec toi. Qu'as-tu pensé de ce match? J'ai l'impression que n'importe quel match que tu pourrais faire avec ces deux catcheurs, ça matcherait tout le temps bien. C'est déjà leur troisième affrontement, si je me trompe pas. C'est Et ça.
les trois, j'en garde un excellent souvenir. Voilà, ce match-là, encore une fois, il était super. Il était même largement meilleur que le match qu'ils ont eu à Grand Slam, qui était déjà un excellent match. Et ouais, je le place à peu près du même niveau que le match qu'ils ont eu du côté de Collision, ou même du match qu'ils auraient pu avoir, qu'ils ont eu. Ouais, non, ouais, à Collision, c'est vraiment le match dont je garde le meilleur souvenir parmi leur affrontement. Mais non, globalement, c'était un excellent match. J'ai bien aimé que même s'ils ont enlevé le côté time limit exceptionnellement pour ce match, ils aient gardé le côté pas d'intervention. J'ai trouvé ça top. Et d'ailleurs, c'est ce qui va jouer à la fin, vu que, en effet, ben, John Moxley arrive malgré tout à se dégager du Raging Fire de Takeshita. Il arrive à le faire abandonner. Enfin, pas abandonner, à le faire pass out. Et c'est que après le match que les Death Riders arrivent, et ce qui va mener à cet angle post-match magnifique où j'étais littéralement sur le cul quand j'ai vu ce qui s'est passé. Voilà, on peut le dire, il y a des spoilers dans cette review. Will Ospreay qui fait son retour, c'est juste magnifique. Je m'y attendais pas du tout. Je suis vraiment mais sur le cul. En plus, il y a une logique qui est tellement bien, vu que c'est les Death Riders qui ont ben, mis sur le carreau Will Ospreay, on se souvient tous de cet angle à la fin de Forbidden Door. On était d'ailleurs dans la salle avec Mo, avec Kevin, avec Neptune, avec Café Catch, Dorian. Et voilà, on se souvient tous de ce beatdown tout simplement très dur à vivre qu'on avait vu avec ben ouais, Will Ospreay qui se faisait démonter par les Death Riders. Et donc là, voilà, il revient pour se venger. Il revient en forme au vu des spots qu'il a pu avoir. Donc j'ai hâte de voir la suite. Et puis je pense que Takeshita, il trouvera facilement un rebond dans, après cette défaite. Et voilà, on sait qu'il est toujours, il y a toujours des bisbis du côté de la Don Callis Family. Donc voilà, je pense que la suite s'annonce vraiment belle des deux côtés. Et très content du retour de Will Ospreay, vraiment. C'était la grosse surprise du show, selon moi. Je ne m'attendais pas du tout. Et waouh, franchement, respect, bravo. On a Bravo, mis bravo, c'était excellent. on a Mister Kobrak sur le chat qui nous dit ouais, mais Ronda ne sait pas catcher. Donc voilà, lui, il est pas motivé à l'idée de voir Ronda Rousey à nouveau dans un ring de catch. Et il nous précise qu'il attend l'application MyAEW. Voilà, moi, c'est exactement aussi ce que j'attends. C'est en Euh, développement, là. Ouais, non, non, je sais, il l'a précisé Tony Khan, mais en fait, tu sais, quand tu annonces une application, on s'attend que dans les jours suivants, l'application, elle sort. Et là, c'est vrai qu'il y a une Mm. communication qui était un peu floue à ce niveau-là. Si tu veux avoir accès à ça, parce que même les Smart TV, à la base, ils ont dit que c'est uniquement sur les Smart TV pour commencer. Là, hier, on Mm. avait Adrien, même sur lui, sur sa Smart TV, il n'avait pas accès à ça. Il est obligé de passer par le PC. Et moi, tu vois, j'aime pas trop mater du contenu sur mon PC. Après, je peux le faire, tu vois. Ou sinon, tu passes sur ton téléphone, tu te mets sur le navigateur, et là, je pense que tu peux avoir aussi accès à My AEW. Mais tu sais, c'est plus simple une application. Donc effectivement, moi aussi, je vais Mais c'est attendre que les l'application débuts, ouais. sorte. Je vais attendre que C'est les l'application débuts, sorte. même sur le site. Excuse-moi de t'avoir coupé, Ross, sur le site même, il manque certains weekly, d'anciens weekly. Je parle pas des nouveaux, mais il y a plein d'incohérences qui n'ont pas été corrigées. Ils viennent le développer, ça se voit, hein. Hmm, très bien. Bien Moi- sûr, après, soyons réalistes, quand le network était sorti en 2014, trouvais qu'il était quand même beaucoup plus, alors pas complet parce il y avait des trous au niveau des productions, mais en tout cas, l'application était déjà bien développée. Donc voilà, je peux comprendre l'argument de oui, mais le site est nouveau. Mais voilà, quand tu vois que la concurrence, le jour de la sortie du network, tout était prêt. Alors, il y avait toujours des trous comme je dis, il n'y avait pas tous les shows, mais l'application était prête, le site était prêt.
Donc, ouais, à voir. Mais je pense qu'on peut quand même leur laisser le bénéfice du doute et que tout ira mieux par la suite. Oui, 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 ça va progresser, ça, j'en doute pas une seule seconde. D'ailleurs, vite fait, pour reparler du network, faut rappeler aussi qu'il y avait une promo qui était hallucinante à l'époque. Avant même que ça ait été lancé, rappelez-vous, il y avait des conférences de presse. Ils l'avaient annoncé en amont. C'était peut-être même un an avant le lancement, je crois, hein. Si je dis pas de conneries, les gars, c'était au moins 9 mois Oui, avant le oui. lancement. Il y avait des Ouais. publicités, ça en parlait dans tous les sens. Donc Et effectivement, ils étaient je près de crois chez même près. que la, Là, il me My semble que la première AEW, pub pour le show, ouais. la première pub pour le network, pardon, je crois qu'elle date de au moins 3 ans avant, où tu as ce truc de le network va arriver, mais on ne sait pas encore exactement la forme ni rien. Et ensuite, oui, quelques mois avant le lancement du network, il y a vraiment un martelage niveau pub, niveau conférence de presse, 9,99. 9,99, tu te rappelles de 999 ça? exactement, qui était répété de tout le temps, tout le temps, tout le temps dans les shows. Et j'adore tes fins de phrase, on dirait que tu as vraiment terminé. Enfin non, on dirait que tu même pas terminé, mais au final, il a vraiment C'est bon. terminé. J'ai horreur qu'il met des feintes comme ça. Mais vite fait, je vais rappeler, je me rappelle très bien de la promo. Il y avait une promo avec un son de Skrillex Cinéma. Ça m'avait marqué parce que la promo était incroyable. Mais en fait, tu vois, la différence, c'est que My AEW, ça sort de nulle part, j'ai l'impression. Il n'y a pas eu du teasing Mais pour oui, dire, les c'est gars, ça ça. va arriver. Ils l'ont sorti comme ça, bam, c'est bon, ça Mais, va mais sortir. Et nous, et on n'était pas prêts, en fait. IDub, c'est comme ça à chaque fois. Tu t'y attends pas, hein. Quand ils font des trucs en rapport, par exemple, même au shop, etc., il y a des trucs qui pop, tu n'es même pas prêt, les trucs qui sont déjà sold out, par exemple, sur le shop, ils sont imprévisibles, en fait. Mm. Bah, c'est comme le jeu vidéo, tu vois. Moi, je pense qu'ils sont en train de préparer un Fight Forever 2. Peut-être ils vont changer le nom. Je suis persuadé qu'ils développent un nouveau jeu Mais en ne faisant c'est pas les mêmes Kenny, erreurs que. Comment? Kenny, tu fais bien de dire ça parce que Kenny, tu aurais bien, je sais pas si tu suis, toi, Kenny, il est souvent au Japon, Mm. donc il a fait Street Fighter, là. Oui, euh, oui, oui. Il y avait un c'est tournoi de lui qui est Capcom dessus. et il était présent et Hmm. tout. Ouais, j'ai vu, ouais. Il voyage souvent là-bas, donc c'est vrai ce que tu dis, ça serait, faudra surveiller. Là aussi, ça serait pas étonnant qu'il nous sorte quelque chose à la surprise générale. En tout cas, j'ai hâte, s'ils font un deuxième jeu et qui bosse sur les erreurs du passé. D'ailleurs, pour ceux qui veulent découvrir, il y a une vidéo découverte à l'époque lorsque le jeu était sorti en 2023, été 2023. On était à Londres avec l'équipe du Tag Team Crew. On a testé le jeu le jour de sa sortie. Donc, vous trifouillez un peu sur la chaîne YouTube et vous allez trouver du contenu où on découvre le jeu avec, Clément et le connard du catch. Ce sont, 3 vidéos assez drôles. On va continuer avec la suite du show. Alors là, c'est l'un des matchs les moins appréciés par les internautes. Il s'agissait, alors attendez, hop, je me remets l'onglet, du AEW Women's World Tag Team Championship match, Divine Dominion contre Babes of Wrath. Fabrice, qu'as-tu pensé de ce match tag team? Alors, le match est mal reçu, tout simplement parce que c'est un squash match, en fait, qu'on a. C'est une domination de la part de l'équipe de Lena Cross et Megan Bayne. D'ailleurs, je vous en avais parlé lors de la review qu'on a faite hier de ma volonté de découvrir Lena Cross du côté de AEW. Voilà, je la suivais un peu sur le circuit indépendant. C'était vraiment un des profils féminins qui m'impressionnait. Et là, son association avec Megan Bayne est parfait. Le fait que voilà, elle batte assez largement et assez facilement les Babe of Wrath, j'ai trouvé ça cool. Et puis non, pour moi, ça les place vraiment dans la division tag féminine. Et puis ben, finalement, c'est un rendu parce que Willow avait elle battu les Cross lors du pré-show. Donc voilà, c'est un peu un 50-50 booking. Mais globalement, moi, j'ai bien aimé ce squash-là qui arrive après le banger qui est Takeshita contre Moxley. Voilà, ça permet de couper un peu avant la suite du show. Donc non, parfait. Ça a sa place et en vrai, je trouve ça très intéressant pour l'avenir. D'ailleurs, on précise la durée du match, c'était 5 minutes tout pile. Tigan, ton avis sur ce match? Alors moi, comme Fabrice,
En fait, Lena Cross, elle a rendu de la monnaie de sa pièce à Willow dans le match tag. Les deux, franchement, Tony Khan, il aime les grandes hein, parce que ouais, cette équipe, impressionnant. Je suis dégoûté parce que ça aurait pu être Penelope Ford qu'il mérite, mais malheureusement, elle se blesse souvent. Qui aurait pu avoir le titre tag, mais en soi, le match, voilà, ça construit et ça veut établir les deux fortes pour la division par équipe et pas que, parce que je pense Megan Bayne, elle va aller chercher aussi le titre TBS avant la fin de l'année. Mais voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. Très bien, on va passer à la suite. Match one-on-one, Swerve Strickland contre Brody King. Fabrice. Ben, je m'attendais à ce qu'ils ajoutent une stipulation le soir même. Malgré tout, le match a quand même été très violent, ce qui est pas étonnant vu les deux profils qu'on avait sur le ring. Et finalement, tant mieux qu'il n'y ait pas eu de stipulation ajoutée quand on sait ce qui va se passer plus tard dans le show, et notamment dans le main event. Mais voilà, donc, globalement, un match bien violent qui, pour moi, est peut-être une des meilleures prestations en solo de Brody King du côté d'AEW. J'ai trouvé ça super cool. En plus, Brody King était chez lui du côté de Los Angeles. Donc, c'était top. Et puis voilà, bon, victoire de Swerve, qui est logique, je trouve. Mais ce qu'on va retenir, encore une fois, c'est le post-match, avec encore une fois un retour. Finalement, c'est un peu on va dire, le sujet de cette nuit, de cette soirée de K Révolution. C'est qu'on a du bon catch. Et en même temps, ben voilà, AEW aime bien nous surprendre comme ça avec des petits retours, des petits moments un peu feel good, des petits débuts concernant Ronda Rousey. Là, c'était du coup le retour de Kenny Omega et j'ai très très hâte de voir Kenny Omega contre Swerve. Voilà la revanche. Donc non, rien à dire. Super moyen d'élever encore plus Brody King dans la carte. D'ailleurs, on a Luc Maël, fidèle auditeur du Tag Team Crew podcast, qui vient de poster un message sur le chat en nous disant c'est le meilleur pay-per-view de l'histoire. Et je lui ai posé la question, est-ce qu'il a regardé sur la plateforme MyAEW? Et il a répondu non, au Canada, c'est Prime Video. Voilà, ils font les choses bien. Prime Video, c'est parfait. Après, bon, moi personnellement, j'ai Prime Video, j'utilise très peu. Mais c'est cool d'avoir voilà, AEW sur une plateforme de streaming vidéo accessible à tous. Très bien. D'ailleurs, on passera la note à la fin du podcast, messieurs. Ah, Tigan, tu auras ton petit logo. Tu me diras ce que je mettrai comme avatar Très, avec ton pseudo Tigan et à la fin on passera la note. Même si j'ai des doutes, enfin j'ai pas de doute justement. Je crois savoir quelle note tu vas mettre. Ça va s'orienter entre le 8 et le 10, je pense, je pense. Suspense jusqu'à la fin du podcast. tiens, bon. Oui, donc On voilà, va. moi pour donner Oui, vas-y, vas-y. mon avis sur le match, euh, et sur Brody King de manière générale, avant de développer plus sur le match, Brody King, depuis que Malakai Black il est parti, c'est devenu waouh, il a explosé. Et de voir où il en est aujourd'hui, ça il faut le rappeler, c'était pas donné à ses débuts, c'était pas le plus fort des trois membres de la House of Black, il sortait pas voilà du lot. Et quand je vois ce qu'il propose et le match qu'il nous a fait encore, toujours avec la chaîne à Swerve, un peu de. Je ne vais pas dire c'était hardcore comme on a eu pire à la fin, mais franchement, waouh, les deux workers là ensemble, ce qu'ils nous ont proposé, j'ai kiffé ce match. J'ai kiffé ce match, je vais rien dire de plus. Mais voilà, je voulais dire, tirer ma révérence à Brody King qui revient quand même de loin. Je ne serais pas étonné que dans un weekly avant Dynasty, on ait un duck collar match entre Brody King et Swerve quand même. Je pense que ça Ça peut être un serait bon bien. moyen. Parce que je vois pas Kenny Omega être présent chaque semaine.
Je me dis, c'est peut-être un bon moyen de faire patienter un peu, voilà, sur une semaine où Kenny Omega sera pas là, tu cales un Dog Collar match entre les deux ou tu le fais à collision. Mais voilà, je pense qu'on pourra avoir ce genre de match quand on voit tout ce qui se passe autour de la chaîne. Et ouais, puis le retour de Kenny Omega, là, ça peut faire 1-1-1. Ils peuvent faire la belle à all-in. Je rêve peut-être un peu trop, mais de revoir Kenny Omega Swerve avec cette fois-ci la victoire de Kenny, qui pourquoi pas le propulser sur le titre plus tard, ou Swerve sur le titre. Il y a tellement de possibilités pour la suite. Wow. D'ailleurs, question Tigan, tu seras all-in ou pas cette année? Ben oui, j'ai parlé ce matin avec Mo, j'ai toujours pas pris le billet, mais je serai du voyage. Je vais Parce que pas louper ça. parce qu'il me semble que les préventes sont disponibles depuis ce matin, si je dis pas Oui, de bêtises, c'est ça, hein? c'est Oui, ça, c'est Mmh. ça. Et c'est bien ça. j'ai regardé les prix. Par contre, les gars, moi j'hésite, mais là, je vais mettre en hauteur. Pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent vraiment se faire un kiff, si vous voulez être ringside par rapport au gouvernement mondial, ça va, c'est pas 11 000 euros pour aller manger des pâtes avec Cody Rhodes. Là, c'est 1500 euros le ringside. Bon, Voilà, ça après, il ça y a quand reste même moyen cher, d'avoir. mais c'est plus Voilà. acceptable, effectivement, oui. Mmh. Mais Le- disons que l'avantage de All In et globalement d'AEW, parce que c'est pareil pour Forbidden Door et c'était pareil pour les weekly que j'ai pu faire, c'est que les prix d'entrée sont souvent très très bas. Mmh. Là, j'ai pas regardé quel était le premier prix, mais j'aurais dit aux alentours de 60 livres, je pense. Et voilà, je sais que l'an dernier, je m'en étais sorti avec 30 livres c'était pour Collision et il y avait eu des matchs de Ring of Honor et tout ça. Enfin, on avait bouffé quasiment 5 heures de show. Et je sais que pour les all-in précédents, j'avais payé une centaine de livres et j'étais placé en tribune moyenne. Donc, c'est ça, oui, il y a ouais. moyen de s'en sortir pour vraiment pas cher du Le- côté les, de Wembley. les moins chers, c'est ça, c'est une trentaine de livres, mais qui est vraiment haut. Après, pour être un peu plus bas dans les gradins, c'est 130, entre 130 et 135 livres. Et après, plus tu descends, plus ça monte. Tu vois, j'évite. Moi, le problème, c'est que je suis quasiment sûr d'être présent le week-end de All-In, mais peut-être pas le dimanche, parce que le lendemain, ben, malheureusement, j'ai des impératifs professionnels. Mais voilà, je me dis que peut-être j'essaierai d'y aller et de rentrer pendant la nuit. Il faudra voir est-ce que c'est possible. Mais quand je vois les prix, en tout cas, ça me donne envie de tenter le pari. Mm. Et puis pour les auditeurs, hein, si vous voulez découvrir le vrai catch, c'est le moment. Et puis aller à la Rev Pro la veille, aller voir Steve Fire, Yves, et puis toutes les autres fédérations indépendantes qui vont se greffer à cet événement, la Progress, parce que voilà, à chaque fois, on peut s'en sortir pour un week-end complet. C'est toujours un régal de voir du catch si abordable et si bien autour de nous. D'ailleurs, je sais plus c'était quel, pay-per-view. Est-ce que c'était All In 2020? Non, c'est pas 2025 du coup, c'est sûr, c'était 2024. Il y avait un Français qui était ringside et alors je sais pas s'il a des réseaux, mais je sais pas s'il en a fait une vidéo, un vlog, mais il y a quelqu'un qui l'avait reconnu, il avait dit: «Mais est-ce que c'était toi qui étais ringside, que j'ai vu ringside?» Et le mec avait confirmé. Sur Twitter, c'est sûr qu'il avait répondu et en gros, en vrai, les gars, par rapport à ce que Tigani dit, 1500 balles, c'est pour la plupart, c'est quoi? C'est le SMIC, 1500, c'est ça, hein? C'est, C'est un peu plus, ouais. c'est un peu plus du Déjà. SMIC. Donc en vrai, lâcher un salaire pour être ringside, pour une expérience que tu oublieras jamais de ta vie, ça me paraît pas si déconnant que ça. Moi, c'est pour ça que je me tâte encore, j'ai pas encore pris les plats, je me laisse juste à demain. Parce que si t'es fan du produit, franchement, ringside pour 1500 balles, pour moi, ça les vaut. Mais tu vois, c'est quand on commence à me parler de 3000 balles pour être placé ringside, là, je trouve que c'est indécent. Non, Indécent. mais 11 Mais, 000 ah, euros. mais après, t'as un plat de pâtes avec des nozels. Franchement. Ouais, bah bon, écoute. Non, mais quand tu vois 11 000 euros pour faire des pâtes, excuse-moi, hein. Ouais. Mais franchement, ça se trouve, c'est des pâtes à la truffe. Hein. Non mais, non mais,
Tout ça pour qu'ils te disent à la fin que tes pattes, elles sont cursed. Non, c'est bon, je passe, je passe. Je vais éviter de lâcher 11 000 balles pour ça, les gars. Ils vont dire, On embrasse, euh, on embrasse tous ceux qui payeront ce combo à 11 000 balles, mais, bien sûr. mais moi, j'avais posté sur le Discord, j'avais dit, moi, j'aimerais avoir une conversation avec les gens qui payent ce prix. Mais vraiment, sincèrement, premier degré, j'ai envie de voir ce qu'il y a dans leur tête. Parce que franchement, en plus, je suis sûr que ceux qui payent ça, ils ont un smile, ils doivent être contents, putain. Mais je crois que c'est annulé, non? Je sais plus si c'est annulé. C'est- les pattes, Je sais là, est-ce pas. qu'ils Et moi, ils ont pas supprimé du site? Je crois que ça a été annulé, finalement, ils vont plus le faire. Je sais plus, j'aimerais peut-être je dis une vraiment bêtise. voir quelqu'un faire des pâtes avec Danhausen et payer 11 000 balles. Hein. Mais, C'est no joke. Par curiosité, j'aimerais vraiment voir ça. mais le pire, c'est que le catcheur, il touche même pas de plus-value sur cet événement. Enfin, si, il doit toucher un peu, mais il touche pas 11 000 balles parce qu'il a fait des pattes, tu vois. On doit lui mettre, je sais pas, 200 balles de bonus parce que tu l'as fait. Et c'est contractuel, tu vois. Genre, t'es obligé de le faire quand t'es catcheur à la VVE. Mais le Non, fan, mais, tu perdu 11 000 balles pour avoir fait des pattes avec un catcheur. non, Waouh! mais en plus, Ross, imagine-toi, tu payes 11 000 balles, mais tu te retrouves avec Danhausen et Kit Wilson. Ah oui, là, Alors, tu l'as mauvaise. alors moi, me concernant, je vais taper des barres avec eux. Je préfère limite faire ça avec eux deux que tu mets, je sais pas moi, du Cody Rhodes, il va me casser les couilles, hein, voilà, il va m'ennuyer, même en vrai. Et allez, on rajoute quelqu'un d'autre qui a une bonne face de face. Jey euh, Uso. Oh, mais catastrophique. Jey Uso et Cody Rhodes. Ah, je vais tirer une gueule, frérot. Ah, Je vais, et il va hésiter sur tes pattes. je vais pas être bon public, hein, je vous le dis direct. Par contre, tu vois, avec Kit Wilson et Danhausen, je peux taper des morts, je vais pas le prendre au sérieux. De toute façon, quand tu lâches 11 000 euros pour faire des pattes, voilà. Qu'est-ce qui est sérieux dans la vie? C'est déjà ça qu'il faut se poser comme question. Bon, messieurs, on va avancer avec le match suivant. Tekla contre Chris Statlander pour le titre AEW Women's World Title. C'était un 2 out of 3 falls. Bon, on connaît la règle, hein. Généralement, 2 out of 3 falls, il y a un partout et puis au final, on se bat pour le deuxième point. Fabrice, qu'as-tu pensé de ce match? Oui, comme tu dis, c'était un peu prévisible de ce schéma. Voilà, d'avoir un partout et ensuite on se bat pour la belle. Et moi, je pensais justement que le match allait durer un peu plus longtemps. J'ai trouvé quand même, en tout cas de mon ressenti, que la première chute est arrivée un peu tôt. Après, le match globalement était très bon. C'est peut-être pas le match qu'on retiendra sur la carte parce que il y a vraiment, on va dire, un enchaînement, une brochette de matchs banger. Mais en tout cas, ce match-là, clairement, était très divertissant. Non, franchement, rien à dire. Respect à Teta et Chris Statlander qui ont vraiment sorti un super match qui restera malheureusement dans l'ombre du reste de la carte qui est exceptionnel. Il n'y a pas un truc qui t'a gêné dans ce match? Non, franchement, non. Ok, ok, ok. J'attends l'avis de Tigan et on va voir si ça vous gêne toujours pas ce type d'événement dans le monde pro wrestling que je trouve honteux. Tigan, qu'as-tu pensé de ce match? Alors, moi, je vais rejoindre Fabrice. C'était prévisible, on savait. Voilà, c'était pour clôturer la rivalité entre les deux. Enfin, je pense, parce que à la fin, voilà, je vais y venir plus tard à ce qui s'est passé. Mais franchement, j'ai bien aimé. Après, on savait sur la fin que Chris, elle allait perdre, mais les deux, sur les trois affrontements ou les deux affrontements qu'ils ont eu, de belles prestations et puis Tekla qui monte en puissance. Mais le spot avec la ceinture, ouais, Chris, elle n'y a pas été de main morte. Hein. Non. Et à la fin, le triangle Magnès qui intervient et qui permet à Tekla de gagner. Moi, je trouve, je vais pas dire bon, mais pour moi, c'est un très bon match. Ok, et est-ce que tu peux expliquer pour quelle raison il y a eu une intervention dans ce match? Moi, c'est ça qui me gêne. Les ref bumps. Je trouve que c'est toujours aussi ridicule. Quand c'est un homme qui se fait bousculer par une femme et qui met 10 000 ans à se relever, moi, ça me sort. Ça me sort. Je suis désolé, les amis. C'est de l'écriture pauvre, paresseuse. Non, franchement, c'est catastrophique. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est. Comment tu peux me vendre qu'un arbitre, il est KO technique parce qu'il y a une femme qui est tombée sur lui?
C'est vrai, ça, je peux te rejoindre sur ce spot. Ouais, c'est vrai, ça aurait pu être mieux géré, comme tu dis, si c'était un mec, ça aurait été compréhensible. Mais ouais, quand c'est les femmes, c'est un peu. Mais voilà, après, c'est ce qui mène à l'intervention. Donc voilà, mais après, c'est vrai, c'est redondant. Je peux comprendre que toi, tu apprécies pas, mais moi, je trouve que c'est logique par rapport à l'intervention qui suit derrière. Ouais, mais trop long. Trop long. Le mec, attends, il met combien de temps? Il met 4 minutes pour se relever. Non, on est où là? On est dans les cirques Pinder, Après, c'est Guignol, c'est non, enfin, moi je peux pas. même si c'est un mec qui bump sur l'arbitre, voilà, on sait que c'est malheureusement des clichés du catch, que les arbitres, ils sont faits de papier de verre et Ils sont qu'au au chétifs. moindre petit choc, c'est foutu, ils sont KO pendant 5 minutes. Et ouais, c'est quelque chose qu'on voit malheureusement trop régulièrement. C'est peut-être Mm. pour ça que ça m'a pas choqué, justement. C'est parce qu'on le voit tellement régulièrement que finalement, j'étais là en mode, bon, ben, c'est normal. Enfin, c'est normal. Non, ça doit pas l'être. Mais je veux dire, c'est quelque chose de récurrent dans le catch. Donc ouais, ça m'a pas forcément choqué. En fait, moi, c'est même plus, je suis même plus au niveau du choqué, hein, c'est juste que ça me saoule. Je trouve qu'on insulte mon intelligence quand je tombe sur ce type de divertissement. Le truc qui m'étonne, c'est que chez AEW, il y a une vraie intelligence dans l'écriture, dans les matchs. Tout ce qui se passe, je trouve que c'est plutôt bien amené. Tu sens que ça a été bossé en amont. Et de faire des angles comme ça, où c'est totalement aux antipodes de ce qu'ils peuvent te proposer de manière générale, bah moi en fait ça me sort. Et je me suis dit, mais putain, déjà à la VVE, je suis en train de gueuler comme un fou dès que ça arrive, et eux aussi ils le font, en plus avec deux femmes. Alors oui, Chris Statlander a une certaine corpulence, mais c'est pas Hulk non plus, hein, je suis désolé, hein. Donc, enfin, ouais, bref, je vais pas faire 10 000 ans là-dessus. Mais voilà, c'est le seul détail qui m'a gêné de ce pay-per-view. Et chez n'importe quelle fédération, je gueule de la même manière. Je trouve qu'on insulte l'intelligence du spectateur. C'est ridicule. Faut l'amener autrement, ce genre de choses. C'est mon opinion. Messieurs, est-ce que vous voulez rajouter un truc sur ce match ou on passe à la suite? Vive Mm. Tekla. Voilà, tout simplement. On peut passer à Ave Tekla. Très bien. Match suivant, AEW World Trios Tag Team Match. Jet Speed contre, avec Mystico, d'ailleurs, je précise, avec Mystico, contre la Don Callis Family, donc Okada, Fletcher et Mark Davis. Fabrice, qu'as-tu pensé de cet affrontement trio 3 contre 3? Là, la très très grosse surprise pour moi de ce show. Alors, grosse surprise dans le sens résultat, parce que bon, ben, le match, c'est un match qui est cool globalement, mais ouais, encore une fois, il reste noyé dans tout le reste de la carte, et pourtant, l'action est vraiment top. Mais quand on sait voilà, l'opener qu'il y a eu, le Takeshita contre Moxley, le main event qui va arriver après, ce match-là, ben, il reste un peu oui, noyé dans cette qualité. Mais ouais, au niveau du résultat, par contre, très très grosse surprise. Voilà, je l'avais dit lors de la preview. Pour moi, je voyais Don Callis Family conserver les titres trio et se servir de ce match comme une sorte d'angle pour que Kevin Knight aille confronter Hangman Page et lui dire, mais attends, tu nous as abandonnés, t'as pas voulu défendre le titre avec nous. Et non, finalement, ben, Jet Speed reprend les titres trio, mais cette fois avec Mystico. Mystico qui du coup annonce sa signature d'un double contrat. Donc ça, c'est quelque chose qu'adore faire AEW, Mm. que ce soit avec Hechicero, que ce soit avec Takeshita. Ils aiment bien donner voilà, ces contrats où la personne, elle apparaît en même temps dans une autre fédération et je trouve ça top. Mm. Junior Mystico, clairement, c'était le nom à pas louper sur le circuit mexicain ces dernières années. Donc, très, très grosse signature de la part de d'AEW. Et puis, ben, hâte de voir la suite, tout simplement. J'avoue que je suis curieux de voir comment vont se débrouiller Jet Speed et Mystico. C'est pas une association que j'imaginais et finalement, il y a possibilité que je sois très agréablement surpris.
D'ailleurs, je vais te poser une question, tu me dis ce que tu en penses. Est-ce que tu penses qu'il savait à l'avance qu'il y aurait l'annonce de sa signature à la fin du match ou c'est vraiment une surprise qu'ils lui ont faite? À mon avis, je pense qu'il... Je serais pas... J'allais dire, je pense qu'il le savait, mais en même temps, je serais pas étonné que genre Tony Khan lui ait juste dit t'inquiète, on a une surprise pour toi après le match et que voilà, c'était dans les tuyaux et que finalement, il y ait la confirmation à ce moment-là. Parce que je vois bien Tony Khan voilà, essayer un peu de jouer sur ce feel-good moment, sur ses émotions, de rien dire et de surprendre le catcheur en même temps que le public. Mais en tout cas, pour moi, ça n'enlève rien à la beauté de ce moment-là. Et puis, je pense vraiment que autant Ronda Rousey, j'ai mes, on va dire, ouais, mes doutes sur le fait qu'elle puisse briller dans le roster AEW, autant Mystico, il n'y a aucun doute. On l'a vu déjà quand Mascara Dorada était venu précédemment du côté d'AEW, était super bien intégré. Quand on voit comment est intégré Chifero, ouais, je pense que Mystico, il va pouvoir que briller tout simplement du côté de l'EW. Et puis, c'est pas ses premières apparitions. Donc, ah non, pour moi, le fit est parfait. J'ai hâte de voir ça vraiment. Je pense qu'il peut nous réserver des bangers chaque semaine. Ça sera génial. Surtout qu'il était quasiment à domicile, étant donné qu'il y a une forte communauté latino à Los Angeles. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser. Tu sais, on avait l'impression que c'était un. Alors attention, hein, disclaimer, calmez-vous, hein, c'est une blague. Mais j'avais vraiment l'impression que tu sais, c'était un immigrant mexicain à qui on signait les papiers et tout le public célébrait, tu vois. Genre, tu pouvais remplacer Mystico is All Elite par Mystico is American, tu vois. Et tout le monde applaudit. Ah, fuck MAGA, fuck MAGA, fuck Ice. Félicitations, bienvenue aux États-Unis, mon gars. Ça me faisait penser un peu à ça. Mais en tout cas, oui, effectivement, c'était un joli moment et une très belle manière originale de célébrer les débuts officiels de Mystico du côté de l'AEW, sous les couleurs de l'AEW en ayant signé un contrat. D'ailleurs, je suis en train de penser à un truc. Techniquement, s'il est All Elite, c'est qu'il avait déjà signé des contrats en amont. À mon avis, ils vont Ben, il a pas. apparu plusieurs fois en Non, plus. non, non, oui, non, je sais, mais je veux dire, pour être annoncé All Elite, c'est que forcément, tu avais signé des contrats en avance. Parce que là, c'est prendre un risque de dire, bah frérot, t'es All Elite, alors que le mec n'a pas signé de contrat, et au final, il refuse. Hein. Donc, je sais pas, je pense que ça a été prémédité, mais pas totalement. Comme Fabrice l'a dit, on lui a dit, t'inquiète, on te prépare un truc. Et il savait pas ce qui Hein. allait être proposé. Et puis, ouais, je trouve que c'est une manière plutôt originale de le faire. Et puis, le public est totalement tombé dedans avec l'émotion. Donc, c'était plutôt sympa. Tigane, qu'as-tu Hein. pensé Alors, de cette signature de papier illégale? Non, je déconne, je rigole, je rigole, je rigole. alors, Qu'as-tu pensé de ce trio match? moi, pour déjà, important de le notifier, la Don Callis Family qui perd les titres sur leur première défense, important à noter. Leur règne a duré que quelques jours. Mais pour revenir sur le match, c'était génial. Même l'entrée de Jet Speed avec Mystico, je sais pas si c'est Mystico qui leur a conçu leur masque et tout, mais pendant le match, tu as Mark Davis qui les démasque, moment sympa. Puis les interactions dans le ring, le spot où Mystico monte sur la corde et je crois que c'est sur Davis, il atterrit, etc. Et après, il faut une combinaison à 3. Moi, franchement, c'est après les matchs qu'on a eu avant, c'était, je vais pas dire, c'était pas le meilleur match, mais c'était un bon match. Et à la fin, voilà, il y a ce moment où Mystico, faut quand même, lui aussi, je parlais de Brody King plus tôt, mais faut quand même, voilà, le type, il a jamais réussi aux États-Unis. Je veux dire, quand je dis les États-Unis, c'est les grosses promotions type WWE, etc. Parce qu'à la Sin cara. MLW, si vous suivez pas MLW, il est chez MLW, il arrache tout, mais il a jamais réussi à s'imposer dans une grosse promotion. Donc c'est pour ça l'émotion à la fin quand il est en pleurs et qui lui offre le titre direct.
franchement, c'était un moment émouvant et un bon match au milieu. Donc, pour venir ce qui est venu après, ben, c'était très bien. Ah, c'est vrai qu'on se rappelle de ses débuts avec Sin Cara. Bah, je pense que c'est l'un des catcheurs sur ces 15 dernières années à la VVE qui a vraiment eu une promo gigantesque et ça a été un flop sur flop, quoi. Les entrées étaient floppées, le finisher move, le C4 de la troisième corde était floppé. Dans mes souvenirs, c'était pas sur Pico qu'il l'avait fait? Son premier match? À la télé? À Monday Night Raw? Je sais plus. Il C'était un... est intervenu contre Sheamus, ça c'était ses débuts. Il avait sauvé Brian, ça je m'en souviens. Mais il y avait eu un truc aussi avec Del Rio. Oui, Mais ça c'est plus tard, il me semble. mais c'est vrai que ouais, Sin Cara, ça avait... Ouais, ça avait chuté. Ça avait chuté, Il, ça avait il pas a eu, fonctionné. il a eu sa rédemption grâce à All Elite, ça aussi il faut le dire. Mm. AEW Grand Slam Mexico, waouh, 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 waouh. Et il a fait une année sur le puits, ben, je crois il a fini 3 ou 4. Mhm. Il a eu une rédemption et une année 2025 stratosphérique. C'est pour ça, les émotions, il décroche un nouveau gros contrat dans une grosse promotion. Oui, Franchement, il le mérite. Et comme il a dit Fabrice, il va faire des bangers comme Eshichero et Dorada. Et exactement. tu vois, quand je parle de son année 2025, moi, ce qui m'a marqué, c'est quand je me suis un peu refait l'année 2025 et même là, le début d'année 2026, lui, il catch 4 fois par semaine du côté du CMLL. C'est qu'il y a des shows le lundi, le mardi, le samedi, Mec, le c'est énorme. vendredi. 4 fois par C'est semaine. énorme. C'est énorme. Et tu Et mets MLW au milieu. c'est ça, tu mets des excursions du côté d'MLW, du côté d'AEW, ou du côté de show indies, parce que même au Mexique, il fait pas que CMLL. Il fait du Crash, des fois du IWRG. Et à chaque fois, si tu regardes tous les meilleurs matchs chaque semaine de CMLL, t'as toujours Mystico dedans. C'est clair. Non, mais Genre, c'est fou. Et le mec, il a sold out, je sais pas combien de semaines d'affilée que l'Arena des Mexico est sold out. Et à chaque fois, c'est lui en main event. c'est clair. C'est le mec, c'est clairement une icône au Mexique. Et oui, quand on voit par rapport à ses débuts du côté de Sin Cara à la VVE, il y a un gouffre qui s'est créé, et un step-up de fou. Et maintenant, c'est clairement, j'ai pas peur de le dire, le visage du catch mexicain, clairement. Important aussi de notifier, ce matin, je me suis rematé toute la conférence de presse, et dans la conférence de presse, Tony Khan, il a dit que c'est lui qui va choisir, comme Fabrice en parlait avant, et c'est lui qui va choisir ses dates entre CMLL et IDE. Ça, c'est un des grands avantages d'être chez l'AEW, c'est qu'effectivement, tu as cette possibilité de catcher où tu veux. En témoigne l'apparition de Mercedes Moné du côté de Dreux. C'est une dinguerie de dire ça, mais effectivement, c'était le cas. Review complète sur la chaîne YouTube. Simplement Tu- dreux. Ouais, simplement Dreux. Voilà, merci. Simplement dreux. Voilà, tu as vendu le show avec le détail qu'il ne fallait pas. Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait pas dire pour vendre le show, là, Fabrice. Ça donne pas envie d'y aller, hein, ou de regarder, hein, de rattraper sur BZW+. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous rappeler les prix de BZW+? On va faire la promotion de toutes les plateformes possibles. 19,99 € par an. Voilà, je Ou répète une nouvelle fois. 5,99 € par mois. Voilà. 19, t'as dit 19, hein? Oui, oui. 19,99, donc 20 € à l'année. À l'année, les gars, pour BZW+. C'est que Et le dalle. catch n'est pas accessible. Ouais, Ben non, certains non, vont te maintenant, le dire catch n'est pas que... accessible, on le sait. Ah, Pour d'ailleurs, j'ai une question. certains, c'est pas. J'ai une question. Est-ce que BZW+ a une application? Euh, Pas que je sache. Attends, on va checker en live, là, tout de suite. Je vais regarder. Après, c'est une fête française, compare pas. Oui, oui, je sais, c'est pas pour critiquer, c'est juste pour voir. Parce qu'en fait, si l'application existe, là, la UW, je suis désolé, hein, c'est... Ils sont un peu en retard, là. Attends, BZW+, je vais pas... Non, 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 ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ouais, Non, non, il n'y a pas. ce serait trop beau. Ça serait trop beau, ça serait trop beau. Il n'y a pas. Là, j'ai tapé BZW, BZW+, non, il n'y a pas d'application. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Très bien, parfait. On va continuer, messieurs. Je pense que vous avez tous les deux donné vos avis sur ce tag team trio match. C'est bien ça? Oui. Très Oui. bien. Match suivant.
Bandido contre Andrade El Idolo, qui est en train de glow up de fou depuis sa re-signature AEW. Tigan, on va commencer avec toi cette fois-ci. Qu'as-tu pensé de cet affrontement 100% mexicain, si je dis pas de bêtises? C'est ça, oui. Et d'ailleurs, important de rappeler, quand j'étais intervenu la dernière fois, j'avais dit qu'il n'y avait pas eu assez de construction sur le match. Ça a été booké un peu sur les 2 dernières semaines en weekly. Il n'y avait que des confrontations backstage et tout. Là, le dernier collision, il y a eu un affrontement, etc. Ils se sont mis les mains dessus à la fin du collision. Et pour revenir au match, ben, Andrade, comme tu dis, Ross hein, sur sa lancée. Et puis toujours, et ça me fume, c'est dans sa nouvelle DA, son nouveau personnage, le selfie avec la madame au premier rang. Hein. Chaque semaine, c'est comme ça. Et puis voilà, dans le ring, rien à dire. Les spots de zinzin entre les deux, l'espèce de GTS là qu'il a envoyé Bandido, ouais, ça m'a impressionné. Le spot était fou, mais clairement, pour moi, là c'est dans mon top 3 des matchs de la soirée, c'est clairement le deuxième du show. Après, on reviendra plus tard sur la suite, mais c'était un super match. Puis Andrade qui a retiré le pantalon pour le slip cette fois-ci, il nous a surpris. Il le faisait plus depuis quelques semaines et voilà. Mais Andrade, les gars, je serais pas étonné qu'ils prennent le titre à MJF. Donc voilà pour mon Ah avis, très ouais? très très bon, voire excellent match. Attends, tu penses sincèrement là Je- que Andrade il est candidat pour prendre le titre MJF? Il a clairement battu Swerve, Omega. Il a juste perdu contre Hangman pour Ok. savoir qui allait à Grand Slam défier MJF. Mhm. Ils se sont confrontés backstage du côté de la Hodge là, lors du dernier show quand MJF a affronté Zilia Fatou. Il est intervenu. Je pense qu'il est apprécié par Tony Khan. Tony, il est pas encore dans la main event picture, mais il est à la upper mid card là. Mhm. Je serais pas étonné que après voilà, il y a Will Ospreay qui est revenu et tout, mais je pense que ça sera peut-être pas de suite pour Will Ospreay. Là, je le vois sur le titre de Mox, donc pour moi, Andrade, je serais pas surpris. Il y a toujours un mec qui sort du lot. Tu l'attends pas aussi haut comme à l'époque avec Swerve. Euh, Andrade est apprécié par Tony Khan, donc je le vois prendre le titre à MJF. Pour moi, c'est le plus crédible de tous les mecs Main Event Picture pour prendre le titre à MJF. Très bien. Fabrice, ton avis sur cet affrontement? Je pense que si on prend en termes de in-ring pur, donc vraiment qu'on oublie tout le côté violence du main event, tout le côté émotion de l'opener, si on prend vraiment que sur le ring purement, ce match-là est le match de la soirée. C'est une masterclass de lucha libre, clairement. Et puis moi, ce que j'ai adoré, peut-être aussi parce que voilà, c'est quelque chose qui me touche, quelque chose de nostalgique, c'est quand j'ai vu Bandido arriver avec la tenue de Super Dragon. Donc Super Dragon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un catcheur, je crois, de Californie, mais surtout celui qui book et qui bookait PWG, donc la Power Thing Guerrilla, je n'ai parlé un peu plus tôt dans l'émission. Et quand moi j'ai commencé à découvrir PWG, Bandido était justement en train d'exploser dans cette fédération. Et il en a même été champion durant le Covid notamment. Et du coup, voilà, de le voir rendre hommage, du coup, sûrement un de ses amis dans ce match, j'ai trouvé ça top. Après, la fin du match me laisse un peu sur ma faim, dans le sens où je l'ai trouvé un peu abrupte, mais voilà, d'avoir la deuxième 21 Plex qui est contrée avec le coup de poing retourné
de Andrade, puis ensuite ça amène petit à petit vers le finish. Je trouvais que ça arrivait un peu abruptement, mais malgré tout, ouais, super match. Et un des bangers de cette soirée, et Dieu sait qu'il y en a plein. Et puis non, clairement, je le répète, en termes de pur in-ring, c'est sûrement le match de la soirée. C'était excellent. Là aussi, encore sûrement 5 étoiles du côté de Dave Meltzer, qui, je crois, était dans le public. En tout cas, il était Les deux lors derniers de jours Collision. de Donc, Dynamite. Ouais. voilà, je pense qu'il était aussi dans le public pour ce show-là. Mmh. Non, mais comme Je crois qu'il voulait, gratter le numéro d'Andrade, c'est pour ça qu'il était premier rang, lorsqu'il était là. Il voulait faire comme les non, mais Baddies. pour ajouter un truc, comme dit Fabrice, le finish, moi, il m'a surpris quand il a fait le hammerlock sur les cordes. Là, c'est vrai, il a son nouveau truc. Là, il enseigne hammerlock puis son nouveau finish, le DM. Là, ça m'a surpris qu'il fasse des cordes. C'était surprenant, mais On a on c'était on beau. on a perdu Fabrice qui t'a mis un vent. Non, 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 j'acquiesçais, mais j'acquiesçais de micro fermé, c'est pour ça. OK, d'accord, très bien. Je croyais que tu rattrapais ton repas là, parce que c'est vrai que ça a mis pas mal en retard, sur la vie de tout le monde. Tous les fans de catch là, je sais pas comment ils font pour rattraper. N'hésitez pas en commentaire à nous dire comment vous avez pu rattraper, le show. Est-ce que sur votre lieu de travail, vous vous êtes caché dans les toilettes pour rattraper un match? Est-ce que pendant la pause déjeuner, vous avez esquivé vos collègues pour rattraper AEW Revolution? Ou est-ce que vous vous êtes dit: Est-ce que «Eh» vous avez regardé sur les hors-la-loi du catch ou En est-ce ce que moment, ouais. Ou est-ce que tout simplement, bah, vous attendez tout simplement de rentrer chez vous et de regarder et d'enchaîner tout et de couper tous les réseaux sociaux ce lundi 16 mars? Donc n'hésitez pas à partager le moyen de consommation. Et est-ce que, je, éventuellement, est-ce que vous avez regardé sur MyAEW en prenant l'abonnement à je l'année? vois un de nos auditeurs dire, peut-on dire que le meilleur luchador en activité actuelle, c'est Bandido? Difficile L'un des meilleurs, de dire top oui. 5 facile. L'un des meilleurs, oui. Voilà, ah, mais clairement, top 3 facile. Le seul nom qui, pour moi, me fait dire que je peux pas totalement dire oui pour Bandido actuellement, c'est Mystico. Mm. Donc pour moi, tu as Mystico Bandido et ensuite une classe d'écart avec tout le reste. Donc oui, clairement, c'est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, c'est largement le des meilleurs et c'est un plaisir de le voir chaque semaine évoluer du côté de la EW Excellent. et même du côté de Ring of Honor où pour moi, il porte parfaitement la brand. Par contre, je trouve que dans ce match, dans cet affrontement, il a pas été mis si en valeur que ça par rapport à Andrade. C'est l'impression que j'ai eue. Attention, j'ai pas dit qu'on l'a pris pour un con, hein, mais Andrade, vraiment, j'ai l'impression que c'est lui qui a tous les meilleurs spots à 2 moments, pardon, j'allais dire à plusieurs moments, même si c'est plusieurs. À 2 moments, il va voir, bon, il fait son spot comme tu l'as dit, Tegan, c'est dans sa nouvelle DA, il va voir des femmes et pas les plus moches, hein, il est pas parti voir des Magali Vae, vainqueur Star Academy saison 5. Hem, il va quand même voir des nanas à 2 reprises et je me suis dit la deuxième fois, Bandido, il va intervenir et il le fait pas en fait. À chaque fois, il a le temps de faire son segment et revenir dans le match et je me suis dit: «Mais attends, mais là, c'est humiliation totale». Une fois, je comprends, mais 2 fois, je me dis: «Ouh là, Bandido, on le prend un peu pour un con» et en plus, il perd le match donc voilà. Non, 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 Après, comme l'a j'ai précisé, j'ai pas dit qu'il a pas été respecté, Kimura, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que quand il était en tag team match avec Brody King, le mec, c'était un warrior et il te sortait des tombées à 2,99 et là, dans ce match, je Non, trouve mais que, là, je sais pas, c'est mais Mhm. comme je t'ai dit quand je t'ai donné mon avis, ils veulent construire Andrade fort. Il a fait un match contre c'est Dorada à ça, Collision, c'est ça. c'était pareil. Mmh. Non, non, mais c'est Et ça. comme dit Kimura, oui, Bandido, il a été mis en avant et respecté. Ça c'est sûr. Il Oui, a oui, fait oui, un oui, match mais de fou. oui, oui, il a été respecté, mais oui, effectivement, vu, la valeur en face de lui, bah, effectivement, Andrade, on est en train de le construire comme un lutteur très fort, du côté de la l'AEW, donc voilà, Bandido, faut pas non plus, Et qu'il oui, il vole a la vedette. rappelé qu'il a battu Omega et Swerve. Et oui, et oui, et oui. On va passer à la suite, messieurs, on est déjà au co-main event. Donc ça sera un Tornado Six-Man Tag Team Match, Darby Allin, Orange Cassidy, Roderick Strong contre les Dogs, Clark Connors,
David Finlay, dont on a déjà fait le sujet, le débat sur le Tag Team Crow podcast, et Gabe Kidd, match qui s'est déroulé en 12 minutes et 23 secondes. Fabrice, qu'as-tu pensé de ce match? Et bête à dire, mais c'est peut-être ma déception du show. Le match en lui-même est malgré tout très bon, hein, ça, y a pas à dire. Mais j'en attendais un peu plus, en fait. Et surtout déjà quand j'ai vu la place qu'il avait sur la carte. En semi-main event, je me suis douté que voilà, il irait pas à 200% dans le côté tornado avec plein de spots, avec des armes et tout ça. Surtout quand on sait ce qui arrive après, d'ailleurs. Donc déjà là, j'étais un peu déçu. Ensuite, plus le match avançait, plus je commençais à me rendre compte que les Dogs allaient perdre le match. Et ouais, ça m'a un peu, je vais pas dire dégoûté, mais ça m'a un peu déçu. Et voilà, ben voir l'équipe des Faces, donc Darby Allin, Orange Cassidy et Roderick Strong gagner, bon, pourquoi pas, mais j'aurais plutôt donné l'inverse, m'a donné la victoire du côté des Dogs. Surtout que c'était leur début en pay-per-view du côté des W. Mais non, sinon, globalement, l'action reste malgré tout très bonne. Mais voilà, je pense que le placement sur la carte n'aide pas. La stipulation, juste avant un autre gros match à stipulation, ça aide pas non plus. Mais je pense que si je rematch ce show, peut-être dans de meilleures conditions, peut-être un peu plus tard, peut-être de manière aussi isolée de la carte, j'en garderai un meilleur souvenir. Mais voilà, je vais pas pour autant dire que c'était un mauvais match. Loin de là, l'action était très bonne. Mais juste peut-être par rapport à mes attentes, c'était un poil en dessous. On a Kimura sur le chat qui nous dit Roderick Strong dans mon livre, c'est Dean Malenko, New Generation. Ce mec est vraiment trop sous-coté. Bon, je pense que tu abuses un peu sur les bords. Non, il a raison. Non, 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 Oh, non, Non, non. allez, il a raison, il a raison. Non, les il a raison, gars, il a raison. oh, Roderick Strong est les sous-coté gars, de fou. les gars. Juste parce qu'il a une gueule d'acteur porno, personne lui fait confiance. Oui, Mais ça c'est vrai, je te ça. jure que... Il est excellent, il est excellent. C'est Ah, un excellent. mais franchement, Roderick Strong, c'est le catcheur. Après, voilà, il y a un problème au niveau du charisme et tout ça, il n'y a aucun doute. Ça c'est vrai, ça. Mais tu prends que entre les cordes, que sur le ring, pour moi, il se tape avec les meilleurs catcheurs techniques actuellement, Ben, clairement. son match contre Ospreay pour le titre international, waouh, à Double Nothing 2024, waouh. Ouais, 2024, il était bon. Non, vraiment, Roderick Strong, tu lui donnes les clés du camion sur un match, il est capable de te sortir un banger. Juste, il n'a pas tout le temps l'occasion de le faire au vu de sa position dans la carte et de son manque de charisme. Mais sur le ring pur, pour moi, il est sous-coté, oui, largement. Excellent, ouais. Kimura qui continue Puis, en nous disant Gabe Kidd, je ne peux plus me le voir, c'est la girouette du catch ce mec. Mais justement, est-ce qu'il joue pas avec Je vos suis émotions? d'accord. Oui, mais, Je suis d'accord. oui, mais C'est une justement, girouette. est-ce qu'il joue pas justement avec vos émotions? C'est pas ça sa gimmick. Et ça marche d'ailleurs. Nanana, AEW, fuck AEW, fuck CBE, New Japan Ishiban. Oui, bah, va peut-être signer ton contrat derrière. non mais Euh, moi Girouette. moi Reste. il m'a fumé à la conférence de presse parce que là ils vont faire un coffin drop match là à Dynamite. Il a fait fuck New Japan, fuck Hiroshi Tanahashi. Il est Ah, ça vraiment fonctionne. le mec se ridiculise tout seul, hein, mais Ah, mais le pire, c'est qu'il en joue en plus sur les réseaux. C'est ça le pire. mais C'est. je pense que Tony Khan l'aime bien. Je pense que pour Tony Khan, c'est lui le leader des Dogs, malheureusement. Mais après, pour moi, c'est la position qu'il aurait dû clairement avoir l'an dernier quand il pin Omega du côté de. Enfin, quand il y a ce match avec Omega du côté de Wrestle Kingdom, pour moi, c'était clairement. Ouais, voilà, le moment où on s'était dit que voilà, ça pouvait être le leader du côté de New Japan. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et bon, il y a aussi eu la blessure lors du D1 qui n'a pas aidé. Mais oui, je comprends la position de Tony Khan de se dire que
c'est Gabe Kidd, le leader des Dogs, clairement. Ouais, puis moi, pour donner mon avis sur le match, je suis à peu près d'accord. Moi, ça surprend personne, je suis un grand fan de Finlay, etc. Et franchement, je suis déçu du résultat là. Tu veux les construire fort depuis 3 semaines ou voire deux. Tu fais des vignettes de fou. En weekly, tu les construis super fort là en pay-per-view pour leur premier pay-per-view, tu les fais perdre. Après, voilà, on a eu des beaux spots. Le spear de Connors sur Darby Allin, encore magnifique. Il le coupe en deux. C'est impressionnant ce catcheur. D'ailleurs, c'est à chaque fois lui qui prend le pin. Ça le décrédibilise un peu. Je suis un peu déçu du résultat, mais après, voilà, le match était bon, mais tu devrais pas le mettre aussi bas sur la carte, tu vois. C'est ça, en fait, pour moi, il paye clairement sa position sur la carte. Et surtout, Darby Allin, il a cette réputation de, à chaque pay-per-view où il est présent, avoir toujours un match où tu as l'impression qu'il va clairement mourir dans le match. Et là, oui, il y a eu des moments sympas, comme tu dis, c'était le Spear notamment, mais ça reste malgré tout en dessous de ce qu'on a pu voir lors des pay-per-view précédents. Et oui, pour moi, c'est un peu ça qui me laisse sur ma fin sur ce match. C'est que l'action est cool, il y a aucun doute. Tu prends ce match en dehors de la carte, te régale, mais avec tout le contexte autour de la carte, je te dis, bon, ben, je pouvais m'attendre à mieux. Et c'est dommage de se faire cette réflexion-là sur ce match. À noter qu'ils avaient déjà C'est quand même gagné à 2 reprises, une fois à Collision, une fois à Dynamite et là effectivement clair. pour cette, 3e apparition, bah, du coup c'est une défaite. Mais j'ai l'impression que Tony Khan en fait, il a pas voulu donner des bonbons gratos aux spectateurs. Il l'a surpris sur plusieurs matchs, notamment le main event. On va y revenir dans très peu d'instants où, pour moi c'était au vu de la stipulation, c'était sûr à 100 qu'Adam Page, perdait pas le match et au final, bah, voilà, surpris mais très bien surpris. Surpris dans le bon sens du terme. Parce qu'on va y revenir sur le futur d'Adam Page et j'ai vu certains avis, certaines prédictions et vous me direz, ce que vous en pensez. Tigan, tu voulais dire un truc? Ben ouais, moi, voilà, pour répondre à Fabrice, je suis, voilà, j'en attends beaucoup des Docs. Comme je disais sur le Discord, je pense que ça sera par rapport au Bang Bang Gang, ils seront forts, ils vont surprendre beaucoup de monde. Et je trouve c'est dommage voilà, de les faire perdre en pay-per-view parce que là, ils étaient sur la pente ascendante. Et là, d'un coup, tu fais la pente descendante, tu leur infliges une défaite d'entrée en pay-per-view. J'espère il va se rattraper là sur les prochains Dynamite parce que j'espère qu'ils vont pas se faire enterrer par la suite à cause de cette défaite. Mais on verra le derby contre justement Kid à Dynamite pour le coffin match. J'espère que là, Kid gagnera. On a Kimura qui nous dit sur le chat qu'on a difficilement soufflé pendant ce pay-per-view. Vos avis, messieurs, avant de passer au main event? Comment vous avez trouvé justement la gestion des matchs, le timing, et cetera? Moi, je suis assez d'accord avec lui. Ça s'est enchaîné non-stop. Mis à part, voilà, peut-être le Marina Shafir contre Tony Storm, voilà, ça nous a laissé souffler un peu, comme le match, il n'était pas fou. Mais là, ce qui a suivi, c'était du bon catch. Du bon catch d'affilée, et on n'a pas pu se remettre des émotions directement après le show, je pense. Oui, notamment que Ça, c'est vrai que les promos sont très rapides, elles durent 2 minutes 30 grand maximum. Ensuite, on passe directement aux entrées. Et ouais, il y avait pas de temps mort. Ça avançait. Après, s'ils avançaient pas si rapidement que ça, le show, il aurait duré 8 heures. Déjà là, en allant vite, ça fait 5h39. Si c'était encore plus lent, ça aurait été une durée un peu plus conséquente. Très bien. Bah, messieurs, Moi, si je vous pense que avez. le fait d'avoir vu en plusieurs fois, d'avoir vu le matin, puis le midi, puis en rentrant le soir, ça a permis vraiment d'adoucir un peu cette sensation de gavage, de Hmm. bon catch. Après, oui, clairement, on sait que c'est un peu la manière de fonctionner du côté de d'AEW, c'est que tu payes ton pay-per-view pour avoir, allez, on va dire
80% de catch. Et puis le reste, c'est les entrées, les promos, mais ça reste très négligeable. Là où à l'inverse, quand tu payes pour WWE, ben, tu payes pour avoir peut-être 30%, 40% de catch. Et le reste, ben voilà, on fait la formule classique de Tikeo, les pubs, les promos et tout le tralala. Donc ouais, on est un peu on s'attendait un peu à cette formule du côté de la WWE, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu lourd quand c'est sur un show comme ça de quasiment 6 heures avec que des bons matchs qui s'enchaînent. Oui, ça peut paraître un peu lourd. C'est Yeah. clair. Je vois dans les commentaires Kimura qui dit qu'il voit bien Finlay prendre un titre international ou TNT. En vrai, ça serait pas déconnant. Moi, je le verrais bien, hein, voilà, pas dans un avenir immédiat, mais à l'avenir, ça serait bien au moins un petit titre mid-card pour le développer en solo. On a aussi Kimura dans le chat qui nous a posé la question, surtout à toi Fabrice. Fabrice, as-tu regardé le main event avec tes élèves? Non, non, non. Pour la petite anecdote, j'ai regardé le main event en début de podcast. Mais voilà, ça, je vois que tu étais au courant, on en avait parlé voilà, avant de commencer ce live, mais pour que je puisse voir tout le show, il fallait que je mette le main event pendant le podcast, parce que sinon, Non mais, je pourrais pas le voir. non mais surtout, si tu diffuses le main event à tes élèves, toi t'es viré, hein. T'es viré dans la Ah, minute, mais hein. Ah, mon gars, tu fais pas long feu, hein. Dans l'éducation euh, nationale, mon gars, t'es fiché. Fiché S. ce sera pas la première chose que tu ajoutes à mon dossier. Aïe, aïe. Messieurs, c'est le moment de passer au main event. Il y a beaucoup de choses à dire. Texas Deathmatch, il porte très bien son nom. Messieurs, Adam Page contre MJF, le champion AEW World Champion. Si Adam Page ne gagnait pas ce match, il ne pourrait plus concourir pour le titre suprême de l'AEW. Je vais commencer avec toi, Tigan. Déjà, avant d'avoir ton avis, est-ce que tu pensais sincèrement qu'Adam Page allait perdre ce match avant que le match débute? Moi, franchement, ben, je me suis dit, ils vont pas faire la même erreur qu'avec le politicien Cody. Donc, je me suis dit, Hangman va récupérer le titre. Mais plus j'ai vu le début du match, comment c'était construit, je me suis dit, il va perdre. Mais avant que le match commence, comme tu me demandes mon avis sur ça, je pensais qu'Hangman allait repartir avec le titre. Ah, merci. Je crois que tu allais me faire Nostradamus. Ouais, je savais qu'il allait perdre, les gars, parce qu'à telle collision ou Dynamite, il y avait des indices qui montraient qu'il allait perdre. Ah non, franchement, ça me fait plaisir, parce que moi, quand j'ai entendu la stipulation, je me suis dit, mais jamais de la vie, Adam Page, il perd ce match. Surtout que, en plus, avant le match, faut le préciser, il y a quand même une petite vignette. On voit MJF en mode Red Dead Redemption 2 sur un cheval, en mode voilà. Moi, je vais gagner le match. Ensuite, il va sur la tombe d'Adam Page. Il pisse pendant 10 000 ans. Je me dis, mais là, avec une intro comme ça, mais c'est sûr que MJF, il perd le match. Là, c'est franchement, Non, là, mais tu l'as montré en tant que guignol, là. Il est trop confiant. Et au final, ce bâtard, il gagne. oui, non, mais là, je pense, tu le vois depuis même les weekly, etc., là, qu'ils ont suivi. Hangman, je pense, ça va il turn, hein. Ça va il turn. C'est frustration sur frustration. Là, le match, il est fou en plus. Donc, ouais, mais au début, moi, je me suis dit, Tony Khan, s'il met les coronets sur la table, impossible qu'il le fasse perdre. C'est impossible. Totalement. T'en as pensé quoi de Tu... l'entrée de Adam Page, d'ailleurs? Ben, moi, tu vois, je pensais qu'il allait rentrer sur son thème, justement, de heal qu'il avait, tu sais, pendant la feud avec Swerve, Ah etc. ouais, avec Je les pensais que, flammes et tout. Ouais, ouais, ok, ouais, ouais. ouais, oui, comme je te dis, ces dernières semaines,
que ce soit Swerve et Hangman, Swerve il a officiellement turn, mais Hangman on ne sait pas. Mais il était angry, énervé, etc. Donc je me suis dit, bon, il va ressortir son thème de heal, là, spécialement. Mais non, c'était comme au dernier pay-per-view, c'est encore une collab, je crois, le thème. Mais Ouais, bah, je sais pas, il nous a joué un son à la trompette, moi ça m'a fait mal aux oreilles. Je me suis dit: «Ah! Ça aurait pu être un peu plus et oui, iconique, hein». et là, moi, je me suis dit, ça sent pas bon. Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, ça sent pas bon. Ah ouais? Tu le vois, ben, je me suis dit, voilà, là, généralement, quand tu le vois gagner, ben, il sort soit son thème de heal, soit il a son thème direct. C'est pour ça, avant le match, j'étais confiant, mais dès que le match il a commencé, je me suis dit, ah là, il va perdre. Alors, Shui Ligno sur le chat nous dit: «Donc là, ça veut dire que Eggman Page ne pourra plus jamais être champion AEW et que la page se tourne». Joli jeu de mots. Je valide Mm. avec, validation. Ben, Fab Ross, pour rebondir, si tu veux bien que je rebondisse, allez, vas-y, je veux bien que tu rebondisses. Tony Khan, il a dit en conférence de presse, il n'y a rien de signé, mais ils ont un accord verbal. Ça veut dire, ben, ils se sont dit d'accord pour plus qu'il n'y a rien qui est signé, mais verbalement, ben, il touchera plus au titre. Ce que Tony Khan a dit en conférence de presse. Très Il bien, n'y a rien de signé, mais c'est verbal. très bien. À la fin de notre review du match, je vous poserai une question parce que j'ai vu sur Twitter plusieurs débats, naître vis-à-vis de la défaite de Adam Page qui sont plutôt intéressants. Mais avant tout, on va passer à la review du match. Donc Fabrice, tu as pu rattraper le match entre-temps, c'est bien ça? Exactement, oui. Pendant le podcast, j'ai pu rattraper le match. Eh ben écoute, on va passer à ton avis sur la qualité de ce match qui a duré 46 minutes. Moi, alors personnellement ressenti 25. Quand j'ai vu la durée, j'ai fait: «Mais non, 46 minutes, incroyable!» T'en as pensé quoi, Fabrice? Eh bien, écoute, c'était un match très violent, je pense, et c'est même pas le bon adjectif pour le décrire. Clairement, c'est le genre de match, et c'est ce que je t'ai dit avant même de le voir, quand j'avais juste vu quelques images sortir. C'est le genre de match qui ne plaira pas à tout le monde. Voilà, je sais que c'est pas le catch de tout le monde, ce catch hardcore. Pour moi, quand c'est fait de manière ponctuelle, dans le but de répondre à une storyline, comme c'est le cas ici, ça me dérange pas. Quand c'est fait sans aucune cohérence derrière, quand c'est juste fait pour avoir de la stipulation, comme peut l'être un peu certains deathmatch du côté des fédérations indépendantes américaines, je je suis un peu plus réticent. Là, pour moi, c'était bien amené, ça avait un but. C'était très, 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 très impressionnant. Je me demande même si c'est pas plus dur à regarder que le match à All Out entre Hangman Page et c'était du coup Swerve Strickland. Mm. J'ai l'impression que que les spots ici étaient beaucoup plus visuels, beaucoup plus impressionnants. Enfin voilà, on avait encore une fois l'utilisation de seringues, on a eu l'utilisation de barbelés, de live tube, donc oui, comment on appelle ça, des live tubes, des Oui, c'est néons, ça. voilà. Oui, oui, c'est ça, des light oui, Ouais, en français des néons, oui. Mmh. c'est ça, mais j'avais plus le mot en français. Il y avait ce spot aussi méga impressionnant au niveau de la régie technique. Donc ouais, non, c'était très très impressionnant comme match, très très visuel, une vraie guerre entre ces deux catcheurs. Et voilà, MJF, il nous surprend parce qu'on ne le pense pas capable de sortir ce genre de guerre. Et à chaque fois qu'il en a l'occasion, il sort de super matchs. Moi, j'ai le souvenir de son match contre CM Punk notamment, c'était encore à Révolution, où c'était pareil, un match assez sanglant et MJF en était sorti grandier. Là, c'est encore une fois le cas. Puis oui, tous les pré-matchs avec du coup
cette petite vidéo de MJF, c'était bien amené. Donc non, franchement, très 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 impressionnant comme match. Après, je pense pas que c'est le genre de match que j'ai envie de revoir directement parce que ça demande quand même ouais, de sacrés tripes hein, pour pouvoir voir ce match jusqu'à la fin. Je peux facilement tourner de l'œil ou être Wow! impressionné par le spot. Non, Alors, alors peut-être pas moi, mais oui, tu ah, montres ça à OK. quelqu'un qui a jamais vu ce genre de match, ça m'étonnerait pas qu'il tourne de l'œil. Oui, mais tu as commencé à dire, je le reverrai pas de sitôt. Donc là, tu parlais de toi, là. Oui, non, oui. Donc Quand je dis ça, c'est que c'est le genre de match où je sais en le regardant que ça va être des spots assez fa semblants et tout ça, donc je bon, vais pas Fabri remater ça quand je suis en public, par exemple. ah oui, ça c'est sûr. Mais bon, tu peux assumer que tu as Je eu vais pas peur, c'est remater bon, ça ah avec mes tranquille. VLS, clairement. Non, moi, il y a une séquence que j'ai beaucoup aimé. À un moment donné, Adam Page, il se dirige vers le timekeeper et il cherche un objet. Et ça prend un peu de temps, tu vois? Il galère à trouver. En fait, c'est une fenêtre. Il la pose, sur le coin du ring. Finalement, MJF arrive à revenir dans le match. Il s'adresse à la caméra, il dit, «I'm not good doing, this indie shit». Donc, voilà, moi je vais pas me faire avoir avec, des trucs à la con, dans les faits des indies. Donc lui, il prend, la vitre au lieu de potentiellement prendre le risque de se faire projeter sur cette fenêtre, il la prend et il brise, tout le verre sur le milieu du ring. Et là, ce qui est excellent, c'est que le public réagit. Rien qu'au moment où les, bris de glace se mettent sur le ring, déjà il y a une réaction dans le public. Et au fil du match, Adam Page revient, dans l'affrontement. Il chope, alors déjà il arrive à faire basculer, MJF de dos sur, ce verre-là. Donc là, le public réagit à mort. Et il y a aussi une séquence où il essaye de fuir en étant au ralenti sur le ventre, il essaye de ramper pour aller à l'extérieur du ring. Et là, tu Adam Page qui le chope par les jambes et qui le fait traîner, sur ce verre. Et pour moi, c'est excellent. Franchement, la réaction du public était vraiment excellente. Parce que même toi, chez toi, tu te dis: «Ah putain, j'aimerais pas être à sa place». Et c'est à partir de ce moment-là que moi, c'est bon, je suis rentré dans le match à 100. Et ce qui était très intelligent de la part de la réalisation, pardon, de AEW, c'est que tu avais des gros plans parfois sur des gens du public. À un moment donné, tu avais un gros plan sur un mec qui, premier degré, est choqué de ce qu'il voit. Genre, il a la bouche ouverte, il est en mode et Ah t'entends le oui, ah oui, public qui se marre. T'entends tout le public qui rigole en fait. Et j'ai dit, mais c'est oui, excellent. C'est excellent. le mec avec le t-shirt bleu, là. C'était un Afro-américain un peu tismé Ouais, c'est avec des ça. lunettes. Ouais. Et cette séquence, Ouais. moi j'ai rigolé. Quand j'ai entendu la réaction du public, j'ai fait, mais c'est trop bien, mais ce public il est trop Non, mais réactif. le match, wow. Quand tu vois MJF se prendre les trucs dans la bouche, les seringues, c'est waouh. Ouais, ouais. Mais, Alors, moi, ce qui m'a marqué, Ross, c'est le finish parce que Hangman, il a fait abandonner Mox à All-In oui, avec en l'étranglant, oui. lui c'était avec une chaîne, mais là c'était avec comme le Doc Collar, là ils C'est avaient, tu as ça. vu, ils étaient mine de rien, là il a pas tapé Hangman, Non, mais il a pas tapé. c'est pour ça il faudra suivre, aller chez les hors-la-loi les gars pour suivre ce qui va se passer par la suite. Je fais la propagande pour eux, mais il y a plein de, il y a une histoire, un récit qui est sur ce match. Donc, ouais, pour moi, c'était. Faut aimer. Moi, j'ai vraiment kiffé. Le, Mais à un certain moment du match, tu as raison, Ross. Au début, c'est pas facile de s'impliquer. il y a le spot de la seringue qui, pour moi, alors, je vais pas le critiquer, mais pour moi, il est gratuit. Parce qu'en réalité, c'est pas une vraie souffrance que t'impliques à ton adversaire. Une seringue qui traverse ta bouche, c'est pas la pire des souffrances. C'est juste que visuellement, ça impressionne les gens. Tu sais, ça traverse la peau, ensuite il appuie sur la seringue, Mais oui, tu vois t'as l'eau l'eau qui sort. sortir. Voilà, tu vois l'eau sortir. Pour moi, c'est plus visuel. Mais en réalité, c'est pas une vraie souffrance. Donc là, pour moi, c'était un peu cheap shot. Voilà, c'était l'angle, le segment facile à faire pour que ce soit repris sur les réseaux sociaux. Donc là, je me suis dit, bon, les gars, moi, ça m'a pas dégoûté, mais je me suis dit, non, je suis désolé, dans un match, à quel moment tu penses à faire traverser une seringue dans la bouche de ton adversaire? C'est ridicule comme Mais move. c'est comme il a dit Fabrice, c'était moins violent que Swerve Hangman à Full Gear. Alors Ça, c'est lui, vrai, il y avait. alors lui s'est posé la question si c'était moins violent.
Et je l'ai laissé terminer et moi je dis concrètement, pour moi, c'est totalement moins violent. Ce match, il m'a pas du tout fait tourner de l'œil. C'était il y a eu enfin voilà, certes, tu as du sang, mais tu es habitué à la AEW. Moi, j'ai pas été choqué par un seul spot. Mais même si c'est pas mon délire, hein, je tiens à le préciser. Mais le match était très divertissant. Je voulais revenir moi sur la fin et je sais pas si c'était fait exprès, mais je trouve qu'en termes de scénographie, c'est magnifique. Il y a Adam Page qui est étranglé avec le dog collar, avec la chaîne. Et lorsqu'il arrête l'étranglement, Adam Page chute du coin du ring. Sa tête rebondit contre la caméra. Et vu qu'il est ensanglanté au niveau du front, sa tête laisse une trace de sang sur la caméra. Ça, si c'était pas prévu, c'est magnifique. C'est un hasard magnifique. Parce que là, moi je me suis dit, mais là, faut terminer le match. Là, c'est magnifique ce qui vient de se passer. Son front qui colle la caméra. Et c'est pas genre il a collé, il a frotté son front contre la caméra. Non, c'est bam, il y a le choc. Et ensuite, après, il est au sol. Et là, l'arbitre, il fait le compte de Je 10 et il se relève pas. Et je me dis, mais c'est magnifique. Cette fin, je elle est serais pas étonné magnifique. que ce soit fait exprès, justement. Je sais que voilà, ils sont très friands à EW de ce genre de petits détails scénaristiques. D'ailleurs, ils sont assez sous-cotés là-dessus parce que voilà, on reconnaît la qualité in-ring d'AEW qui a des années-lumière au-dessus de ce qui est proposé ailleurs, et pas que chez WWE, hein, vraiment ailleurs en général. Mais il y a aussi une qualité des fois dans le détail des plans de caméra, de la signification des choses. Et on n'en parle pas beaucoup. Et donc pour moi, clairement, c'est le type de spot qui est clairement fait exprès et pensé pour être vu comme ça. Donc non, clairement, c'est pas un heureux hasard, hein, loin de là. Et j'adore à la fin, bah, déjà j'étais choqué. Je me dis: «Quoi?» Et là, ça a calmé toute la salle, hein. Quand il y a eu la victoire de MJF, il y a plus un bruit, tout le monde est là en mode: «Mais non, mais c'est pas possible. Mais non, mais non, 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 on n'a pas entendu la cloche les gars, vous foutez de notre gueule». En fait, ça nous a donné un peu la même émotion qu'avec Undertaker quand il perd contre Brock Lesnar à WrestleMania 30. Tu te dis: «Les gars, c'est pas possible, je peux pas y croire». Il y avait ce moment flottement qui était vraiment génial, donc moi je l'ai vu en live. Donc en plus, tu sais, avec, l'effet live, ça décuple en fait tes émotions, sur le match et on le met sur le brancard et là, il y a MJF qui fait: «Les gars, écartez-vous, écartez-vous» et je me suis dit: «MJF, il va aller voir son adversaire peut-être pour lui serrer la main en mode: "Tu sais quoi? On a fait un match de bonhomme, je respecte ta parole, tu mis tes couilles"». Je pensais qu'il allait faire un truc comme ça. Rien à voir. Que dalle, Walou. Le mec, il se met sur le brancard: «Poussez-vous, poussez-vous!» Il se met sur le brancard, il pose ses couilles, il pose ses couilles sur le corps d'Adam Page qui est mort-vivant. Il lève le titre et là, t'as le logo de fin de show et je me dis: «Mais non, mais là, il est trop fort. Il est trop fort. C'est un truc de fou. T'étais pas obligé de faire ça, mon ami» et il l'a fait et là, MJF, attention, là, il est parti pour un règne, le mec qui va le détrôner, attention, il est pas né, je crois, hein. Il est pas né, le fou qui va le détrôner, le petit MJF. D'ailleurs aussi, je précise, un petit détail. À un moment donné, lorsqu'ils se battent, dans le public, il y a quelqu'un du public qui lui lance, «You are not Terry Funk», étant donné qu'il avait la tenue de Terry Funk. Donc voilà, je trouve ça cool que le public en mode, était persuadé qu'Adam Page allait gagner en lançant des phrases comme ça à MJF et au final, le mec, bah, moi je vous pose la question, est-ce qu'on peut considérer MJF comme un potentiel, pas le roi, mais le prince de l'hardcore match de l'ère actuelle? Non, parce que pour moi, il n'en fait pas assez du hardcore match pour être vu comme le prince, le roi de ce genre de match. Et surtout parce que il payera toujours en comparaison avec des catcheurs qui sont connus pour ça. Mm. MJF, quand on évoque son nom, ses qualités dans le match hardcore, c'est pas ce qui va ressortir en premier. En premier, on va parler de son micro, de son charisme, de son côté, oui, heel naturel et même heel en dehors de juste ce qu'on peut voir à l'écran. Voilà, il garde son personnage souvent en interview, en public. Donc on va surtout penser à ça. Ensuite, on va penser à ses bangers dans des matchs classiques. Et ensuite, on commence à se dire, au fait, c'est vrai qu'il est aussi bon dans le hardcore. Là où pour moi, cette notion de prince du hardcore, on pourrait le donner plutôt, je dirais, un Hangman Page ou peut-être un Swerve Strickland, qui sont des catcheurs où pour moi, on ressortirait plus rapidement ce côté-là que MJF.
Très Moi, bien. je rejoins Fabrice. Après, pour moi, hein, après, tout le monde, voilà, pas tout le monde va être d'accord. Pour moi, le roi, des fois, il en fait un peu trop du hardcore. C'est le blindé. Le blindé, après, il y a Swerve et après, il y a Hangman qui suivent. Mais oui, pour moi, MJF, c'est, comme il a dit Fabrice, hein, c'est le charisme et le micro. Il a pas un in-ring de fou fou fou, mais Ah, lui ça, c'est clair. où il est imprenable, c'est au micro et dans son charisme. Il a un charisme naturel, le type. Mais pour le hardcore, je suis désolé, le blindé reste numéro un, même si des fois il exagère avec les fourchettes, etc. Et où est-ce que tu ranges le King of Deathmatch, le King of Hinges, Matt Cardona, dans ton classement? Oh, je mets Nick Gage devant, déjà. Nick Gage, qu'on verra peut-être en France si cette fois il trouve le chemin de l'aéroport. D'ailleurs, je vais Ah, revenir vite fait sur le match. Moi, il y avait un truc qui m'avait un peu gêné, c'est que début du match, MJF, il était, je trouve, un peu trop dans l'aspect comédie. À un moment donné, il y a cette séquence où il court autour du ring, donc il y a Eggman qui court après lui. Et là, tu as cet esprit Looney Tunes cartoonesque où Eggman, il se dit, mais pourquoi je fais le con à courir après lui? J'ai juste à attendre. Et MJF, il est tellement débile, bah, en fait, il va pas capter que j'arrête de courir après lui. Il l'attend, MJF qui tourne sa tête en mode est-ce qu'il est encore derrière moi? Puis là, il se retourne et en fait, Eggman l'avait attendu de l'autre côté du ring et il le frappe. Et je me dis oh, oh non, les gars, si c'est tout ça, tout le match, là, ça va pas le faire. Donc c'est vrai que début du match, moi, j'avais un peu de mal à rentrer dans l'affrontement. Plus, je rappelle une nouvelle fois, l'extrait vidéo où on a MJF qui pisse sur la tombe de Eggman. À la fois, c'est bien pensé, mais à la fois, je me suis dit, ah, ils en font trop là dans le gag. Ils en font tellement trop. Eggman, il peut pas perdre sur ce match, c'est pas possible. Et au final, le match, il commence à augmenter. En fait, MJF a pris la mesure de son adversaire au fur et à mesure du match. Et c'est pour ça que la durée, elle est excellente. C'est qu'au début, on commence avec ce rythme un peu cartoonesque où MJF, il prend pas les choses au sérieux. Et plus ça avance, et plus MJF, il se rend compte de la menace qu'est Eggman Page en match hardcore. Et MJF s'est mis au diapason. Et à la fin, il a fait le move bah, le plus, on va dire, le plus visuel. Un étranglement, c'est quand même assez impressionnant. Euh, et au final, ça fonctionne. C'est lui qui gagne et c'est en plus c'est lui qui célèbre en posant ses couilles sur le corps semi-mort de Eggman Page. Donc effectivement, l'écriture là-dessus, euh, excellente, très bien écrite. Donc j'ai beaucoup apprécié ce main event. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce main event avant de passer à la note? donc moi, pour clôturer, ben, l'histoire, elle est belle. C'est les deux OG, ben, là, on va dire, il va s'en vanter, MJF, mais le seul truc, voilà, il avait du mal à battre un contre un Hangman, il a réussi à le battre, et puis on verra ce qu'il en suivra, mais là où le prochain challenger doit le piquer, c'est que le public, tu le vois, il a la hate sur lui de fou, et je pense ça, le prochain qui le détrônera, ce sera soit, comme il a dit Kimura, soit un babyface qui représente AEW, soit un Kenny Omega ou un Ospreay. Après, moi j'ai dit Andrade, mais on verra bien. Donc voilà ce que je voulais Moi, rajouter. je partirais plus sur un Will Ospreay pour détrôner MJF, Hmm, un Will Ospreay du côté de Wembley potentiellement. hmm. Mais là où je te rejoins, c'est que pour moi, avec ce show-là, et ça va se rejoindre aussi avec la note que je vais donner, AEW a su, je vais pas dire reconstruire, parce qu'ils étaient déjà sur une période exceptionnelle, il y avait chaque semaine des matchs excellents, mais il y avait ce côté où il manquait peut-être une star qui ressort. Et en fait, là, en un show, entre les retours de Kenny Omega, de Will Ospreay, en même temps, toute cette route qui est redessinée vers le titre, avec des Andrade qui sont présents, mais aussi des MJF qui, du coup, restent champions, des Hangman qui, lui, est éloigné de cette course au titre. Ça redynamise toute cette route qui est en train de se construire. Et là, on peut arriver dans une période qui est un peu la période phare du côté d'AEW. C'est pas leur route vers WrestleMania, mais presque, parce que voilà, petit à petit, on va arriver tout doucement vers Double or Nothing en mai.
Et ensuite, ce sera la route vers All-In avec le tournoi Owen Hart, etc. Et pour moi, ça va être vraiment dans cette période-là où on va voir AEW briller. Et je serais pas étonné qu'AEW fasse une année légendaire parce que voilà, ça recommençait là à partir de Révolution. Il y aura eu cette nouvelle route qui se dessine et juste on va bien manger chaque semaine et puis voilà, ça va être une régalade et ça va certainement culminer à All-In avec un show exceptionnel. Avant de passer à la notation, messieurs, il y a eu un petit débat que j'ai vu sur Twitter, je vais vous en parler de suite. Du coup, il y a des gens qui disaient que lorsque Cody Rhodes, justement, avait perdu dans ce type de stipulation où on lui interdisait de concourir pour un match pour le titre World Heavyweight AEW, il a survécu 2 ans et ensuite, après, il s'en est allé du côté de la VVE, même si c'est pas du tout la même histoire avec Adam Page. Est-ce que selon vous, vous pensez que Adam Page, dans les années à venir, d'ici moins de 2 ans et demi, 3 ans, il peut se lasser et partir, vers la concurrence? Est-ce que vous pensez que c'est un scénario, faisable, possible? Partir vers la concurrence, non. Je vois mal ce côté-là se produire. Déjà parce que Hangman Page, à l'inverse de Koji, c'est un pur produit élite. Cody Rhodes, c'était un peu la pièce rajoutée à l'élite, qui avait déjà une carrière avant et qui, du coup, a eu une carrière après. Là où Hangman Page, clairement, tu as l'impression que clairement, il est né vraiment à partir d'AEW. C'était un bon mid-carder du côté de la Ring of Honor. Mais ce qu'il a placé en haut de la carte, c'est AEW, c'est son association avec les Bucks. Bucks dont il est très proche et ça se voit qu'il est très proche globalement de tous les proches du Bullet Club, de l'élite. Donc pour moi, je le vois mal partir comme l'a fait Koji. Par contre, je vois deux scénarios possibles. La première, c'est que petit à petit, il commence à devenir euh, à temps partiel, comme peut l'être un Kenny Omega notamment. Ça pourrait être la première solution. Ou la deuxième solution, ça serait qu'il s'éloigne tout simplement du catch, mais je le vois pas partir pour aller ailleurs en tout cas. Ou alors, la troisième solution serait que il revienne sur ses paroles et je pense que c'est un peu les briques que semble aussi poser Tony Khan en disant qu'il n'y a rien de signé entre les deux. Ah, ça serait dommage s'ils reviennent sur leurs paroles. Tigan, toi, t'en penses quoi? Le futur de Adam Page pour la suite? Alors moi, je vais rejoindre Fabrice, mais je vais rajouter un truc. Euh, Comme il a dit Fabrice, euh, Cody, il est parti à rappeler. Il y a pas, on n'a jamais eu le fin mot de l'histoire. Il se respecte trop, donc il parle pas. Mais il y a eu des conflits entre Cody et Tony. Les deux ne parlent pas parce qu'ils ont signé un contrat de confidentialité et ils veulent pas le dire. Déjà ça. Et puis, comme il a dit Fabrice, Hangman, c'est pur produit de l'élite. Il fait partie, quand ils ont prolongé en 2023 ou 2024, quand ils ont re-signé les trois, ils ont signé ensemble, Kenny et les Bucks et Hangman. Et puis, peut-être il a besoin un peu plus de recul vis-à-vis du catch, parce que là, il est à temps plein, il envoie, c'est le visage de E-Dub. Pour moi, c'est le Hangman pour les WWX. C'est le Rollins de AEW. C'est le visage de l'entreprise et c'est lui qui le représente le mieux. Donc je le vois pas partir. Non, moi je le vois juste peut-être comme s'alléger son calendrier, devenir part-timer peut-être et faire moins de choses ou sinon tout simplement s'il veut continuer se poursuivre dans la mid-card, etc. Mais je pense qu'il a un enfant, etc. Il veut prendre un peu de recul avec le catch. Aussi, c'est sur ça je rejoins Fabrice. Il a 2 enfants d'ailleurs. À noter qu'il a Mm, 34 ans et que d'autres titres solo existent, à l'AEW. Si je ne mm. m'abuse,
3. Il y en a 3 autres qui existent. 4. Donc, 4. 4. Intercontinental, International. international, TNT, TNT. ça fait 3, oui. 3. National après. On l'a dit, continental, Et le continental, c'est Mox. international, c'est oui, international, continental, national et TNT. Donc voilà, C'est il y a ça. quand même des possibilités pour le futur de Adam Eggman Page. On va passer à la notation, messieurs. On va commencer avec Tigan sur 10. Combien notes-tu ce pay-per-view? Ah ben moi, tu l'as dit au préalable, hein, moi c'est 10. 10 Ah sur 10. ouais, 10 sur 10, très bien. Moi, ma note, ça va être 8,5. Fabrice? Je vais pas mettre 10 sur 10, mais je vais quand même pas non plus être très loin. Moi, je vais être à 9,25. Voilà, il y a quand même 2-3 petites choses sur ce show, mais des petits détails qui, euh, qui voilà, me font ne pas mettre GIF, notamment peut-être la longueur du show, peut-être aussi voilà, la déception au niveau du match des Dogs. Mais sinon, ça reste un show excellent, donc ouais, 9,25. Très bien, bah écoute, c'est parfait parce que ça nous fait une moyenne de 9,25 pour le Tag Team Crew. Podcast, très bien, parfait, messieurs. Je vous remercie. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant que l'on clôture cet épisode? Ben, moi, ce que j'ai à dire, merci pour l'invitation. Et puis, aux auditeurs, allez suivre la loi du catch. Voilà. La propagande continue. Fabrice? Non, mais pareil, ouais, allez sur la loi du catch si vous voulez revoir ce show-là, ou faites comme moi, abonnez-vous à My AEW. Et puis voilà, non, franchement, c'est un show clairement à revoir. C'est un show que je vous conseille très 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 fortement. Et oui, pour moi, ça va se classer parmi les meilleurs shows de l'année, assurément. Très bien, parfait. Bah, il me reste plus qu'à clôturer ce podcast. Je remercie les auditeurs. Vous retrouverez cet épisode en rediffusion sur Spotify, Amazon Music et j'en oublie un autre, Apple Podcast, bien évidemment. Je vous remercie. On se retrouve pour d'autres sujets de conversation autour de l'actualité pro wrestling. On se dit à plus. Prenez soin de vous. Peace.